Mercredi 15 novembre, amis sportifs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de la Nuit du Sport comme chaque mercredi sur Spectrum Télévision. Au programme, l'actualité de la NBA. Alors comment se comportent actuellement nos compatriotes au sein de la National Basketball Association? On fera le point dans un instant dans la pause actu. Et dans la seconde partie de ce magazine, on va s'intéresser à la sortie médiatique de l'ex-champion du monde des poids lourds UFC hier à Douala. Francis Ngannou est venu dire merci aux millions de Camerounais qui se sont mobilisés derrière lui lors de son récent combat contre Tyson Fury à Riyad. Il en a profité aussi au cours d'une conférence de presse pour annoncer quelques projets à venir. Après cela, nos invités vont évidemment analyser les forces et les faiblesses des Lions indomptables qui s'apprêtent à entamer les éliminatoires de la Coupe du monde de football FIFA 2026. Anciens lions indomptables, consultants sportifs et journalistes sont nos invités ce soir. Claude Yompan, bonsoir. Bonsoir Lydie, merci une fois de plus de me faire l'invité d'une invitation. Vous me permettez en 30 secondes de dire bonsoir au coach Richard Toa et lui souhaiter en avance un joyeux anniversaire, lui qui fête un anniversaire. C'est quand ça? Demain. Demain. Ouais. Ah oui, joyeux anniversaire au coach qu'on aura l'occasion de recevoir sur ce plateau dans les prochains jours. Un ancien lion indomptable est avec nous, Timothée Makongo. Maxime, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux panélistes. Et je suis spécialement content de revoir mon cher petit frère là, qui est à ma droite, je ne donne pas son nom. Et tous les autres, Colbert, Bango, vraiment, bonsoir à vous. Merci d'être là, Maxime. Jérôme Bango, intermédiaire, bonsoir. Bonsoir, Lydie, bonsoir aux panélistes. Je profite pour dire aussi bonsoir au président de la Fédération de football malienne qui, déjà ce matin, disait qu'il devrait voir cette émission. Je profite pour lui dire bonsoir du côté de Bamako. Voilà, bonsoir au président de la Fédération malienne de football qui nous regarde ce soir. Emmanuel Mahop, consultant sportif, est avec nous. Emma, bienvenue. Bonsoir, j'aime bien être avec vous en toute honnêteté. Peut-être si le transfert pouvait se faire, je le ferais d'entrée de jeu, parce que vous êtes sublime. Et ça se reporte justement, votre beauté, vos beautés plurielles, devrais-je dire, met en exergue justement la qualité de cette émission et des panélistes. Je salue l'intermédiaire qu'on n'a pas vu depuis, peut-être qu'il nous dira un nom, il a transféré certainement pas mal du joueur. Forcément. Robert Monzois, il est encore là, il n'est pas reparti sur Francfort, on a cette veine-là. Et Tima, vous le rappeliez, il n'est pas venu ici depuis. Donc c'est sympa qu'on fasse une émission. Je vais penser à ma génitrice de mère également. Elle est née le 14 novembre, donc c'était hier. Une bougie de plus. Une bougie de plus. Voyez-vous, on remercie l'Éternel, permettre d'être en compagnie de nos génitrices de mère, surtout quand elles sont sur une bougie de plus, donc c'est sympa. À Richard aussi. Elle a eu quoi comme cadeau d'anniversaire justement? Je vous dirai un nom. Donc Richard aussi, Richard Tova. Parce que chez nous ici on dit Tova en français, mais en Allemagne c'est Tova. Quelqu'un de bien, un entraîneur d'exception, en toute honnêteté, le football leader, donc c'est sympa. On lui fait un coucou à Richard. J'ose espérer, comme j'aime à le dire, qu'on sera tous à la hauteur des échanges. Mention spéciale déjà au contentieux de Gawa, Mosfou est en sélection, voilà, à Teba également de la Dynamo, sans oublier évidemment la star, le meilleur portier du monde, vous aurez deviné, à qui je fais un peu. André Onana. On reste avec vous, justement, Emmanuel Mahop, dans cette première partie de l'émission consacrée à la pause actu. L'actualité de la NBA, on le disait déjà ici la semaine dernière, Spectrum Télévision a obtenu les droits de diffusion de la NBA cette saison. Et les matchs, vous le savez, passent déjà évidemment sur nos antennes. Et chaque mercredi, on marque un peu une petite pause, question d'avoir une idée sur comment se comporte principalement nos compatriotes de ce côté-là. On va par exemple signaler qu'aujourd'hui les Sixers ont été battus. Voilà. Et hier, par exemple, Pascal Siakam aussi, MVP, lors du match Raptors contre Washington, 111 contre 107 paniers.
À rappeler qu'en 38 minutes, Siakam a réalisé 11 rebonds, 7 passes et 39 points. 39 points. Il a dit justement à l'entame de la saison, il a envie de faire comme His Ernest, Michael Jordan, c'est-à-dire scorer au moins 63 points. Il en prend le chemin, voyez-vous. Donc il a quasiment dompté, il a écrasé à lui tout seul quasiment les Wizards de Washington, capitale politique fédérale américaine. Il a été stratosphérique. Rappelons somme toute qu'ils ont cette particularité cette saison, les Raptors de Toronto. Généralement, ils laissent que l'adversaire leur marche dessus. La dernière fois, c'était 20 points d'écart. Pour ce match contre les Wizards, ils en étaient à 23 points de retard. C'est vrai qu'au basket, c'est pas grand, mais il ne faut pas justement laisser l'adversaire vous prendre le dessus comme ça. Et puis, le Spice P, il a pris sur lui justement d'illuminer justement la ville de Toronto en marquant 39 points. Voyez-vous, c'est pas évident, cette passe des 11 rebonds, défensif-offensif, il a été stratosphérique. Et du coup, on commence à se reposer la question de savoir est-ce qu'il faut lui permettre jusqu'à la fin de la saison d'être un agent free. Parce que agent free, justement, c'est un joueur qui a fini la saison, mais qui ne sait pas où il va jouer. On va rappeler que son contrat, somme toute, court jusqu'à l'été 2024. Et quand l'État, justement, après avoir prorogé en 2019, il émarge à près de 38 millions de dollars la saison. Donc c'est quelque chose de stratosphérique. Mais le Nigérian, Musli, propriétaire, peut-être pas propriétaire, président de la franchise de Toronto, peut-être pourrait se bouger en tout temps, même si d'aucuns pensent que les Raptors de Toronto se doivent d'être renouvelés, se doivent d'avoir du sang neuf, mais peut-être qu'ils ne veulent pas composer avec Pascal, qui lui quand même, rappelons-le, se plaît tellement à Toronto qu'il n'a pas envie d'en repartir. Et on se pose des questions, on va dire que les Hawks d'Atlanta voulaient le recruter cet été, le récupérer, ça ne s'est pas fait. Donc on espère que ça va bien se passer pour lui. Non, lui par contre, c'est la fierté justement pour les jours précédents des Camerounais. Rappelons somme toute que son jeune compatriote Christian Koloko, il n'a pas repris encore. Vraiment, on va le dire, il a des problèmes respiratoires. Il faudra encore attendre. Il va encore attendre, au numéro 35, il est contractuellement lié aux Raptors de Toronto. On souhaite bien qu'il revienne, parce que ce serait quand même donner un coup de main à Pascal Siakam. Heureusement, la réalisation justement s'attarde sur lui. Avec ce site particulier, c'est qu'il a Schroeder, justement, le meneur allemand, qui lui apporte plus, même si lors de ce match contre les Wizards, c'est Pascal Siakam à lui tout seul quasiment, avec des stats énormissimes, justement, sur des tirs directs à 3 points, et dans la raquette dont il a été stratosphérique, il a amené son équipe. Et comme je l'ai dit précédemment, pour finir avec Spice Peace, commence à se poser la question de savoir s'il ne faut pas le proroger vite fait, mais en le prorogeant aussi, forcément, le salaire va être revu à la hausse. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle... Ce qui est logique. Ce qui est somme toute logique, justement. Mais il a 29 fiches, Pascal Siakam, il marche après 38 millions de dollars à la saison. S'il faut le proroger, c'est maximum 3-4 millions en sus. Il en aurait 42. Donc, est-ce que c'est possible pour une franchise comme celle-là? J'en sais rien. C'est peut-être le volet pécunier, justement, qui fait qu'on ne veuille pas le proroger. Une chose est certaine, c'est que même s'il n'est plus au Raptors de Toronto, même s'il est free agent, forcément, une grande équilibre va le récupérer. Mais il y en a un autre, justement, on va finir par là, Joel Embiid, qui, lui, malheureusement, n'a pas passé une nuit tranquille avec les Pacers. Pacers, on se souvient de cette équipe, certainement. 132 à 126 pour les Sixers lors de ce match. Oui, mais ils ont perdu le match, justement, contre les Pacers, en toute honnêteté, de Reggie Miller à l'époque. Vous vous souvenez, celui qui meneur 2,5 m, avec les yeux en facette, avec la particularité, justement, d'être très adroit aux 3 points. Claubert le sait, c'était pas trop cet ancien à la NBA, c'était très à un moment donné quand il s'agit de Michael Jordan. Non, c'était... Il s'intéresse aux Lions indomptables. Il n'a pas passé une soirée sympa, ils ont perdu, mais il a marqué 39 points quand même, Joe Embiid. 39 points, c'est assez sympathique. Sauf que pour Joe, l'actualité, c'est que contre les Détroits, justement, la dernière fois, il a fait quelque chose qu'on ne fait pas trop en NBA. C'est-à-dire que généralement, quand il reste quelques secondes à jouer et que vous meniez par un large score, on refuse de jouer. Mais lui, à la fin, justement, quasiment au buzzer, il a tenté un tir à 3 points, il a réussi. Et sur le parquet des Détroits, justement, les joueurs s'en sont pris à lui. Ben, il leur a dit, ok, vous ne connaissez pas les règles. Ben, moi, je peux ne pas jouer, c'est vrai, mais je peux également tenter un tir à 3 points pour améliorer mes statistiques. Ben, le tir, il est rentré, malheureusement, on ne l'a pas compté. Donc, il s'est fait gueuler dessus, mais Joe, il est assez costaud, et puis il a pu se défendre. Absolument. Avec surtout, pour finir encore, ce ponte-là, entre pas média interposé, avec son désormais ex-équipier parti aux Los Angeles Clippers. Harden, vraiment, il ne se donne pas des cadeaux. Mais après, Joel Embiid est MVP, lui, il est contractuellement lié jusqu'en 2028, je crois, en espérant que pour cette saison, au moins, qu'il puisse aller chercher la bague en diamant, même si tout le monde s'accorde à dire, et on est revenu dessus pour finir, que compte tenu du fait qu'il soit
américain de nationalité sportive, singulièrement dans la team du USC pour Paris. Il va remporter un titre de JO et voilà, pour les ranger. Parce que s'il ne remporte pas, ça risque d'être compliqué. Mais qui de mieux que les Américains en toute honnêteté l'année prochaine. Robert, il sera à Paris. Il faudra attendre pour voir. On sait que ça risque d'être les Américains. Vraiment, sauf cataclysme en réalité. Même si lors de la dernière Coupe du Monde en mars dernier, j'allais dire, en septembre dernier, c'est plutôt les Allemands qui ont rapporté. Tiens, on en a un ici, donc peut-être il pourrait le faire. Mais au JO, la team USC normalement devrait à Paris remporter une autre médaille d'or. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce décryptage de la NBA, de Pascal Siakam, Joe Embiid. On l'a dit, Koloko, il faut encore attendre pour le voir sur le parquet. Il a 23 ans, Christian Koloko, il est mort après 2 millions de dollars l'année, il est tout jeune, 23 ans. Mais il faut qu'il joue parce qu'il a de l'envergure. Voyez-vous, par contre, du Wembayama, on va parler vite fait. Chaque matin. Chaque matin. Il a perdu, il n'a marqué que 8 points. Il n'a pas été bien du tout la nuit dernière. Nuit difficile, hein? Oui, nuit difficile pour lui, mais il est en train de se faire et physiquement, oui. Parce que quand même, est-ce que c'est pas trop de pression qu'on met sur les épaules d'un tel joueur vous savez, comme Wembanyama? La NBA, c'est en particulier. Moi, je la suis depuis Davis, justement, qui est passé de le directeur de la NBA. C'est vrai qu'elle est en cela par les stars montantes, à l'époque montante, comme Michael Jordan, etc., comme Reggie Miller, j'en ai parlé, comme Patty Ewing, comme Clyde Drexler, etc. Mais il a voulu faire de la NBA, justement, une attraction mondiale sur le plan du merchandising, sur le plan de la télévision, sur le plan de la communication. Donc, la NBA est assez particulière, c'est que pendant la draft, justement, vous avez les gamins, justement, qui sont là. Et quand vous êtes le premier à être drafté, ça veut dire que quand vous êtes le premier à faire le projecteur sur vous, vous avez les projecteurs. C'est exactement une sorte de MVP, justement, qui n'a pas joué en NBA. Et du coup, forcément, que ce soit la France, justement, dont il est originaire, ou on va rappeler que son père est congolais, que sa mère qui est française, il est obligé, justement, d'avoir le vent en poupe, presque obligé. Mais après, pour les premiers matchs, là, il essaie de faire quelque chose. Mais hier, seulement, il a marqué 8 points, justement, pour un joueur de 19 ans, 2 mètres 20 par là. Ça n'est pas top, mais j'espère qu'il va se lever parce qu'il sait que la première des choses, c'est l'adaptation. Il est attendu. L'adaptation sur le plan de la musculation, parce qu'il parle anglais déjà, il n'y a pas de souci. On espère que ça va aller pour Wembanyama, dont le père est congolais. Donc il y a un brin d'africanité en lui, donc on est à fond la caisse aussi de temps en temps. Même si pour cette saison, STV, retenez-le, les matchs à diffuser en intégralité, en direct, avec 2 attractions majeures, le MVP, Joe Embiid, et puis Pascal Siakam de Toronto, qui grâce à lui, je regarde la caméra, je lui dis sans complaisance, permet la ville de Toronto, quand elle est éclairée, quand elle est délestée comme hier, écart de 23 points, de la rallumer en marquant 39 points, 7 passes D, et puis 11 rebonds, c'est stratosphérique, on est à fond là. Emma, je ne sais pas si peut-être Claubert veut ajouter quelque chose, lui qui a été interpellé entre guillemets, pas Emma. Non, simplement, je ne voulais pas revenir sur son récit de la NBA, simplement pour lui dire que les États-Unis sont, heureusement qu'il a rectifié à la fin, sont régulièrement contestés ces dernières années. Si ça n'a plus rien à voir avec la Dream Team des années 90 et du début des années 2000. Cette fois-ci, les États-Unis cravachent. On a vu comment ils ont été secoués par l'Allemagne, comment bien avant ils ont été secoués par la Serbie, par l'Espagne. Et ce n'est plus la mastodonte qui marchait sur tout le monde. Donc, il ne suffira pas d'écrire des grands noms sur le papier pour remporter. Mais sauf en 92, c'est très important. À Barcelone 92, c'était la première véritable Dream Team. Avant, c'était les équipes des collégiens, etc. qui y allaient. C'était la première véritable Dream Team avec Michael Jordan, etc. Ils sont allés, ils ont remporté. Mais je suis d'accord avec vous. Mais quand vous parlez des Serbes, c'est une superbe équipe. Rappelons somme toute que dans le 5 majeur des Serbes, ils jouent tous en NBA, en Allemagne, pareil. Et que Schroeder, justement, qui a remporté le titre, la Coupe du Monde, justement, était free agent et il est arrivé du côté de Toronto. Pourquoi vous savez? Parce qu'il a vu Pascal Siakam rapporter la bague en 2019, il a dit qu'il a envie justement d'être à ses côtés. Donc c'est l'un des duos actuellement justement qui marche bien en NBA. Schroeder, le meneur allemand, avec Pascal Siakam, justement des Raptors de Toronto, celui qui fait briller la franchise de Toronto. Mais il y a un autre duo, c'est très important, il y a Joe Embiid et puis Drexler, justement, qui font d'excellentissimes boulots. Donc en l'état, sur les meilleurs duos de NBA, il y a 2 Camerounais qui sont à la baguette, ça dit Siakam et Joe Embiid. Joe Embiid, l'américain. Voilà.
Voilà, c'était pour notre petite page spéciale consacrée à l'actualité de la NBA, notamment aux performances de nos compatriotes engagés dans cette compétition. On va rapidement vous donner sous forme de brève cette information qui concerne le handball, Coupe du Monde 2023 chez les dames, Championnat d'Afrique des Nations 2024 chez les messieurs. Le Cameroun affûte ses armes. Les équipes nationales seniors de handball dames et messieurs sont donc attendues sur plusieurs fronts cette année et l'année prochaine. En ce qui concerne les dames, il faut signaler qu'elles s'apprêtent donc à disputer les championnats du monde de handball prévus en Suède du 29 novembre au 17 décembre 2023. Et à cet effet, les handballeuses sélectionnées sont en stage depuis plusieurs semaines. Elles ont disputé leur dernier match en terre camerounaise et c'est aussi un match de revoir pour cette équipe qui poursuit son stage du côté de la France où l'équipe est arrivée hier. On rappelle que le Cameroun a eu une séance d'entraînement ce jour. Signalons aussi que cette seconde phase sera notamment marquée par 2 matchs amicaux, le 24 novembre contre la Corée du Sud et le 26 contre le Sénégal. Retrouvailles entre ces 2 nations, cette fois sur le terrain de handball après le foot. Côté masculin, la sélection nationale messieurs de handball prépare le prochain championnat d'Afrique des Nations de cette discipline prévue en Égypte du 19 au 29 janvier 2024. Le stage externe a démarré il y a quelques jours au complexe de la garde présidentielle de Bili. Et pour ce premier regroupement à Yaoundé, la Fédération camerounaise de handball a présélectionné 34 joueurs parmi lesquels le gardien de but Boubakari, Ondoa Ambassa ailier gauche et autres Bissouking, l'arrière gauche de la formation de Friendship Handball. Dans la pause actu, on va s'intéresser un peu à ce qui se passe du côté de la communication, Claubert, au niveau de la Fédération camerounaise de football, avec cette récente nomination de notre confrère Jean-Marie Koussa, nouveau chef de département de la communication de la FECAFOOT. Il faut dire que cette nomination est très bien tombée quand on regarde le parcours de Jean-Marie ces derniers mois. C'est quelqu'un qui est reconnu par la profession pour être un très très bon travailleur, mais qui l'année dernière a été limogé de la FECAFOOT. Quelque temps avant le début de la Coupe du Monde, il a été réintégré dans les effectifs de la FECAFOOT, simplement comme un employé du... Et il sortait là de la LFPC. Du département après de la communication. Tous les problèmes qu'il y a eu. Hein. Et voilà, l'homme a tout fait de la solide communication. Il y a quelques mois, il a été promu team press par intérim oui, chez les sélection des dames. Et il y a quelques jours, donc, chef de département communication, il y a 2 choses à dire sur Jean-Marie. Lui, quelle qu'en soit l'heure à laquelle vous essayez d'entrer en contact avec lui, tout à fait. Même quand il ne vous répond pas directement, il vous fait signe de vie. Absolument. Il ne vous ignore pas. Il est très apprécié et c'est ce qui me fait peur parce que les attentes sont tellement... Il faut voir quand il est arrivé au stade, il a été aussi applaudi que les footballeurs de Lyon. Il est très aimé dans la profession, ce qui fait que les attentes deviennent très 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 grandes et le sentiment de déception après peut aussi être grand, mais il faut retenir qu'il n'est qu'un homme qui a ses forces, qui a aussi certainement ses faiblesses. Il est aimé. C'est un bon travailleur que d'autres apprennent de lui. Timothée Makongo, parfois on a estimé que la FECAFOOT avait un problème avec sa communication. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un directeur de communication et de marketing. Et là, on a le nouveau chef département communication, Jean-Marie Koussa, que nous saluons et adressons les félicitations au passage. D'après vous, quels sont peut-être les challenges qui l'attendent, les défis?
Tout à l'heure, vous avez dit que le Cameroun, l'Africa Foot a eu un problème de communication. Mais je me rappelle bien, sous l'ère IA, il y a eu des hommes de communication absolument valables. Il y en a un qui a été récupéré par la CAF, j'ai oublié son nom. Junior Bignam. Junior Bignam, qui en réalité en matière de communication était extraordinaire. Comme bon, il a fait un travail absolument exceptionnel. Tout à fait. Donc la communication marchait bien, elle a marché. Elle a eu une espèce de baisse avec l'ère, le président qui est arrivé après, notre ami. Tombi, le président Tombi, il y a eu une espèce de chute, hein, parce que nous sommes un peu retombés à un moment donné dans les travers parce qu'il y avait une espèce d'évolution extraordinaire avec la gestion de l'IA. Hein, il y avait une évolution qui était réelle. Elle avait peut-être une certaine lenteur, mais était réelle. Hein, et nous sommes tombés en chute libre, et puis avec tous les conflits qu'il y a eu avec Abdourahmane et tout ça là, et la communication a pris un coup. Je ne connais pas spécialement... Lui-même, Abdourahmane, qui est passé justement à la tête de ce département de la communication. Oui, il est passé à la tête de ce département, mais il n'était pas spécialement brillant. Je vais dire que ce n'était pas son truc. Hein, ça dit qu'il faisait plus... Il était plus... Là, il y a débat. Non, il y a débat, mais... Il y a débat. C'est un domaine que je connais très bien, parce que j'ai travaillé, j'ai évolué absolument de manière efficace. Mais Abdourahmane, en réalité, il a fait plus de politique et de bruitage politique que de la communication. Il n'était pas tout à fait vrai dans la communication, mais il a donné les informations qui étaient parfois très très justes. Hein. Donc, entre les informations qui sont bonnes, qui sont justes, et les nécessités qu'impose la communication et le marketing, il y a vraiment tout un truc. C'est pour ça que... Et quelles sont ces nécessités-là, par exemple? Les nécessités, c'est des analyses. Comme le faisait Junior Bignam. Hein. Junior faisait absolument des analyses sur les situations. Il exposait les situations en passant des relations de cause et effet pour que toute la population puisse comprendre. Ça ne se faisait pas avec Abdourahmane. Je regrette, c'était des informations qui étaient comme des informations des dictateurs qui disaient voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on va faire, voilà la décision qu'on a prise. Mais Bignam avait l'art d'expliquer. Journaliste à la base. Journaliste à la base. Et ça, c'était formidable. Et j'ai été très, très ravi quand on l'a récupéré à la CAF. Et même, actuellement, je pense qu'il a été récupéré aussi par la FIFA. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être les marques qui peuvent me le dire. Mais je ne connais pas le nouveau qui est là. Vraiment, sincèrement, je ne le connais pas bien. Mais on me dit beaucoup de bien. J'ai vu des gens ont dit beaucoup de bien de lui. Je ne sais pas si avec Adonis Yamen, on peut l'avoir en images, quelques images quand même de Jean-Marie Coussa. de Junior. Ce qui m'ennuie, c'est que j'espérais beaucoup qu'avec l'ère Eto'o, les travers allaient s'arrêter. Mais je ne comprends pas ce replongeon dans les travers. Hein? Mais on peut dire à Eto'o qu'il a voulu, parce qu'en réalité, au début, il était apprécié par beaucoup de monde. Tu te souviens, ici nous avons beaucoup apprécié l'ère d'Eto'o qui commence. Puis il est entré dans les travers avec des accords lugubres avec des gens qui étaient lugubres même dès le départ. Et ces lugubres maintenant sont revenus à la charge et c'est fait qu'il a des problèmes. Hein? Et c'est ça, c'est son véritable problème, c'est qu'il a pactisé avec des lugubres. On parle là toujours de la communication, déjà, Marie Coussa, c'est très on parle d'autre chose. Attention, je sais, c'est très important dans la communication parce que la communication a besoin de beaucoup de clarté, hein, de beaucoup d'analyse. Hein. Et vous savez, vous parlez aux profanes. Il faut leur apporter l'information qu'il faut. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à Emma qui met beaucoup de fleurs dans ses discours. C'est très beau, mais parfois, bon, je lui dis qu'il est sexiste, mais je lui dis en tant que frère. Mais en réalité, il manque cette coloration-là. Hein? Il manque beaucoup de coloration dans le discours. Il y a beaucoup de trucs qui sont plus ou moins nébuleux, un peu nuageux. C'est lourd par moments. Hein, vous savez, il y a eu toute cette histoire qui a pris de l'ampleur. Je ne sais pas trop pourquoi entre Onana et le coach. La communication était mauvaise. Parce que la communication n'a pas été bien faite déjà même sur les réalités de ce conflit. Mais elle a été mal reprise par l'Africa Foot qui s'est exprimé sur un ton sentencieux. Il y a beaucoup de sentences dans cette façon de faire. Et j'ai dit, c'est dommage, parce que la communication demande beaucoup de subtilité. Il faut de l'agressivité, il faut même se faire haïr quand on veut dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Donc je pense que, donc, y a tout ça. Je fais confiance à mon frère Colbert qui a dit tout à l'heure que il croit qu'il est très, très évolutif, très, très répondant, très présent. Hein? Il faut absolument
une vraie communication dans la communication et dans le marketing, surtout le marketing du sport. Jérôme Bango, vous connaissez Jean-Marie Koussa? Particulièrement non, mais je crois que Claubert a souligné quelque chose de particulier avec lui. Et déjà parti de la maison, je sais pour quelle raison, et il fait tout simplement son callback. Ça veut dire qu'on a vu en lui quelqu'un de bosseur, quelqu'un qui travaille, et s'il a été adoubé, il a été acclamé au niveau du stade, je crois qu'on estime en lui quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait... Pour l'une des rares fois, Claubert, la corporation est d'accord. Voilà, donc je crois que tout le monde a l'unanimité à d'accord, et même... Je ne te coupe pas, grand frère. Et même quand il a été limogé, Emmanuel se rappelle, les gens ont réclamé des explications, des hommages. C'était assez surréaliste de voir ce qui s'est passé quand il a été limogé. Et quand il est venu, on l'a célébré. Chaque fois qu'il y a une nomination le concernant, c'est une standing ovation de toute la corporation. Mais quand même, c'est très important. Jérôme termine et puis Emmanuel, vous allez réagir. Oui, je voudrais tout simplement dire que s'il revient aux affaires, c'est qu'il a de la qualité, c'est qu'il a une valeur. Donc, si du côté du stade on l'a acclamé, je crois que vous également. C'est pas que si on l'a acclamé, on l'a acclamé. Oui, on l'acclame parce qu'on voit en lui quelqu'un de franc, quelqu'un de bosseur, et ben voilà, c'est tout simplement un bénéfice pour le pan de la communication, surtout au niveau de la Fédération camerounaise de football, lorsqu'on sait que de temps en temps, certains journalistes, certains hommes du métier, je veux dire, n'arrivent pas à avoir soit le programme, soit certaines informations liées à cette équipe nationale de temps et au besoin qu'ils veulent, je veux dire, mais bon, on espère tout simplement qu'avec lui, ça serait un bon travail et puis honneur à son poste et puis bon, qui pourrait relever le défi. Emmanuel Mahop, Jean-Marie Koussa, vous connaissez? Ouais, ça, c'est clair. D'ailleurs, j'ai fait un poème, je lui ai fait un poème quand il a été porté à la tête. Vous êtes poète à vos heures perdues. C'est le poète dans l'âme. Même là, c'est important, je l'ai poète. À partir du moment où l'Éternel en a convenance, je fais partie de ses pions, ben voilà, il m'utilise comme il veut. Non, je lui avais fait un poème super quand on l'a porté à la tête de la communication, on va le dire comme ça, de l'équipe nationale féminine par intérim. Voilà, moi j'ai été content. Claubert a dit des choses, je suis entièrement d'accord avec lui, mais il dit une chose également. Mais je sais qu'il veut la dire en certains, parce qu'il sait, mais je voulais lever l'équivoque. Parce qu'en réalité, Jean-Marie Koussa, évidemment que c'était une façon de le démissionner, mais c'est lui-même qui démissionne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à la Fédération de football, au département de la communication, il était un peu une sorte de ministre sans portefeuille. Il était quasiment relégué au calendrier grec. Et ayant vu le danger venir, entre guillemets, il a pris sur lui de démissionner. Mais juste après qu'il communique, qu'il démissionne, je suis l'une des personnes qui l'appelle au téléphone, on discute pendant près de 20 minutes. Je lui dis, mais Jean-Marie, ça n'est pas possible. Et là, je rejoins Colbert à fond la caisse parce que Nkoussa est d'une humilité à nul autre pareil. Il est serviable et disponible à tout moment. Ouvert. Quand on sait justement l'importance d'avoir quelqu'un comme ça, quand il faut donner les informations, quand il faut distribuer les badges, etc., il est une disponibilité en nul autre pareil. Vraiment, rien que pour ça, je pense, il mérite encore qu'on l'applaudisse davantage. Il est disponible, il est simple, il est humble, il est serviable. Nkoussa, je ne sais même pas s'il a une vie avec, j'ai envie de dire, sa compagne, etc. Parce qu'à chaque fois que vous le sollicitez, il est disponible à 100%. Donc pour cette raison, il mérite les applaudissements. Mais après, le problème va se poser parce que Jean-Marie, il me semble réservé. Parce que quand il se parle de communication, et le doyen en parlait maintenant, s'il faut qu'il ait un comportement comme Junior Biam, je pense qu'il va falloir qu'il se prépare maintenant. Parce que Junior, évidemment, avec ses actrices, qui était très prolixe sur les plateaux de télé. Moi, j'ai assisté à des scènes chez vous ici, j'ai souvenance, où vous invitiez 5 personnes. Junior se retrouvait en train de débattre contre 4 personnes qui n'étaient pas du port de la Fédé. Mais il arrivait toujours à avoir le dessus, entre guillemets. Donc, il va falloir peut-être à Jean-Marie, c'est un conseil que je lui donne. Peut-être qu'il est réservé, c'est sa nature. Mais il va falloir, Jean-Marie, je te regarde, il va falloir à un moment donné revenir, t'exprimer sur les médias, t'exprimer en radio, t'exprimer en télévision. Parce que c'est l'une des meilleures formes de communication. Évidemment, la communication ne veut toujours pas dire bavarder, parler, papoter, etc. Non, c'est peut-être avoir des stratégies de communication, justement, comme le disait à juste titre l'aîné. Parce que j'allais justement vous demander, est-ce que, parce que vous êtes chef de la communication, vous devez être sur des plateaux, etc. Est-ce que
ce qu'il m'a dit, en fait, c'est qu'il faudrait que, par exemple, il y a un passage très très important du marketing politique général au marketing social. Hein. Le marketing social est très important parce que c'est une réalité de proximité. Hein. Et pour que la proximité soit réelle, le passage par les médias est une très très bonne chose. Et c'est à travers les passages par les médias qu'on donne les explications. Il y a un directeur de département aussi. Hein. Oui, mais le directeur de département n'est pas l'expert pur. Voilà. Il couvre l'administration de ce département, mais l'expert dans ce travail-là, c'est forcément celui qui est chargé de la communication. Je prends une image pour finir. Évidemment, quand je le dis, excusez-moi, c'est que vous allez me marcher dessus maintenant. Quand je dis vous êtes sublime, ben, je le dis dans le sens propre comme dans le sens figuré. Et quand la caméra montre votre image, on comprend de suite que ce que je dis est vrai. Voyez-vous. À supposer donc justement que je le dise et que vous ne soyez pas porté à l'écran, mais d'aucuns, justement, je pourrais apprécier. Absolument, c'est exactement ça. Et donc, je prends cette image et donc, pour dire mais c'est clair, des fois, il va falloir à Jean-Marie du temps, justement, quand, pour des sujets assez sérieux, assez sympas, de venir aux médias, radio, télé, voilà, pour parfaire l'image de la fédération. Et ça va permettre, justement, aux visionnaires lambda, aux téléspectateurs lambda de s'enquérir de la situation et de continuer, pour certains, à magnifier la fédération au travers de son président. C'est très important ce que je suis en train de dire. Pour finir, mais quand je vous parle d'André Onana à longueur de journée, mais il y en a, ça je vous le dis, hein, qui commencent à aimer André Onana, tout simplement parce que j'écris sur lui, tout simplement parce que j'en parle. À un moment donné, c'est hyper important. Voyez-vous, même Claubert, de temps en temps, voilà, commence à faire d'André son meilleur, même s'il le faisait avant. Donc, c'est autant d'exemples qui m'amènent à mener, d'une certaine manière, parce que moi, la tautologie, mon jeune frangin Jean-Marie, à être présent sur les plateaux de télévision, parce que c'est aussi une tâche qui demande ce mouvement-là, cet exercice-là. Et à cette tâche-là, je ne doute pas un seul instant qu'il n'en soit pas capable. Il est réservé, il aimait à être l'homme de l'ombre. Non, il part maintenant de l'ombre, justement, à la lumière. Et j'ose espérer que ça va bien se passer pour lui. Oui, vous voulez ajouter autre chose? C'est peut-être ce qui pourra décevoir plus d'un, c'est qu'à la Fédération camerounaise de football, cette fois-ci, il y a quelque chose de différent par rapport à avant. Le chef département communication, avant, était le patron de la communication. Il ne partageait pas cette fonction avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous avez comme une institution de la communication bicamérale à la Fédération camerounaise de football. Vous avez le chef de département de la communication qui, Non, ça c'est la direction, la communication et du marketing voilà. Qui est le patron du chef de département communication. Oui. Mais en dehors de cela, vous avez le porte-parole du président de la FECAFOOT et responsable des relations presse, qui, quand vous regardez l'organigramme de la Fédération camerounaise de football, est au-dessus du chef de département communication. Ce qui fait qu'il ne peut pas à tout moment prendre l'initiative de lui-même, comme avant, d'aller partir, parce que l'autre est quand même chargé des relations presse. Donc, quelque part, il va falloir bien collaborer et bien clarifier les choses. Quand on sait aussi que Ernest, qui occupe l'autre fonction, est d'une très très forte personnalité. Donc, vous ne vous comportez pas quand vous avez un chargé des relations presse comme Ernest, comme si vous étiez avec M. Tatan. Oui, mais vous dites quelque chose de très pertinent, Claubert. Je m'en réjouis justement que vous mentionniez ça. C'est peut-être le moment ou jamais. C'est le moment pour que la fédération nous explique en réalité la faisabilité. Parce que Ernest Obama, évidemment, qu'on apprécie, il est porte-parole, non pas de l'institution, non, du président mais de du la président voilà, de la fédération. Mais chargé des relations presse. Oui, mais c'est avec le président ou la fédération qui est l'institution. C'est très important. Oui, mais je pense qu'il y a un flou là-dessus. Il parlait d'organigramme. Dans la réalité, vous voyez MTN, Elidouane, Ernest. Ernest est là régulièrement. Donc, on voit bien que ce n'est pas que président de la FECAFOOT. Mais sauf donc, moi je me réjouis encore une fois, vraiment. C'est pour cela qu'on se plaît à vous avoir des fois, que vous nous disiez des choses en la langue de Molière, pas en la langue de Schroeder. C'est très important. Mais moi je pense que maintenant, sous le regard de Lydie qui présente cette émission, il est temps, peut-être qu'ayant crever l'abcès, que la fédération nous dise que Ernest Obama est le porte-parole, évidemment, ça c'est sûr de tout le monde, du président de la fédération, mais également le chargé des relations presse avec le président, parce que s'il faut l'interviewer, etc. Mais que ça se limite là, parce que la FECAFOOT c'est une institution, et du coup,
vers Jean-Marie Koussa maintenant, qui est porté à la tête de la communication de l'institution qu'est la fédération, se doit justement de communiquer pour l'institution. Après, évidemment, il y a la communication du président, je suis d'accord, il a son porte-parole, c'est tout à fait normal, eu égard à son pédigré, à sa stature de Samuel Eto'o, mais comprenons somme toute que après Samuel Eto'o, il y a l'institution, avant Samuel Eto'o, il y avait l'institution. Donc il est temps maintenant que Ernest Obama recadre son jeune frangin en lui disant ok, moi je ne suis que porte-parole en ce qui concerne le président. En tout ce qui concerne l'institution, c'est toi, Jean-Marie Koussa, pour que justement... D'accord, on va évoluer. Un mot et puis Claubert. C'est un peu comme, prenons un cas, le Premier ministre, il y a un attaché du cabinet du Premier ministre, et il y a un attaché du bureau du Premier ministre, et il y a un chef de cabinet. Le chef de cabinet s'occupe de l'institution Premier Ministère, alors que l'attaché du Premier ministre s'occupe des problèmes du professeur John. Et avec tout ce que cela peut se poser des subjectifs. Parce qu'il y a beaucoup de subjectivité dans cette fonction-là. Il y a une réalité politique qui s'impose. Alors que dans l'autre réalité, qui s'occupe de l'institution, il faut absolument s'accrocher à la réalité sociale. D'accord, Claubert. Oui, je voulais dire quelque chose. Ce que Emmanuel a dit est très très vrai. Et il est très important de clarifier les choses parce qu'on se rend compte que dans l'exercice des choses ne sont pas très claires. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au profil des gens. Vous savez, quand quelqu'un occupe une fonction, il y vient avec sa popularité, avec sa personnalité, avec son charisme et tout le reste. Et selon que vous ayez auprès de vous, même pour NS, selon que vous ayez auprès de vous comme chef de département Jean-Jacques Mouandjo et que vous ayez Jean-Marie Koussa, ce n'est plus la même chose. Parce que Jean-Jacques Mouandjo est un très bon travailleur, mais très effacé. Très effacé, oui. Jean-Marie Koussa est aussi un très bon travailleur, mais très populaire et très connu. Ça veut dire, même dans l'exercice des choses, ce ne sera plus exactement la même chose, mais il est important de clarifier les choses pour éviter peut-être qu'à un moment les deux se marchent dessus, mais ce sont deux esprits brillants qui sauront chacun tirer son épingle du jeu. Voilà pour ce qu'on pouvait dire concernant cette nomination de Jean-Marie Koussa comme nouveau chef de département de la communication de la FECAFOOT. On rentre dans la seconde partie de cette émission. On s'intéresse deux sujets ce soir. On s'intéresse à cette sortie hier ici à Douala de Francis Ngannou qui était en conférence de presse. Il a tenu à revenir par exemple sur son récent combat contre Tyson Fury. Il a parlé aussi de ce que Mike Tyson lui a apporté au cours de sa préparation. Et face toujours à la presse, Francis Ngannou a parlé des projets à venir, notamment ce combat-là qui est annoncé du côté de la Côte d'Ivoire vers la fin de ce mois de novembre. On va vous proposer d'écouter qu'est-ce que ce serait de cette conférence de presse donnée hier ici à Douala. La différence, ce que Mike Tyson m'a apporté, déjà je commence par le volet mental, psychologie. Le fait d'avoir grandi ici, en ayant pour idole quelqu'un comme Mike Tyson, où je n'ai peut-être pas vu en grandissant à la télé, pour moi c'était des gens où j'entendais parler et c'est une figure emblématique de la boxe et j'arrive à un moment où dans ma vie et dans mon premier combat de boxe officiel, c'est Mike Tyson qui est à côté et qui croit en moi. Je pense que rien que ça déjà ça a fait son effet. Tu vois, c'est une preuve de confiance qui a renouvelé aussi ma confiance en moi et qui m'a permis de croire et de travailler avec conviction. Maintenant, sur l'aspect technique, sur le volet technique, pour moi, Mike Tyson est le modèle de boxe poids lourd qu'il faut suivre. Pourquoi? Parce que c'est le seul poids lourd qui, selon moi, on peut introduire un enfant de 5 ans à la boxe en montrant une vidéo de Mike Tyson parce qu'il est technique,
et il reste fondamental même dans les combats. Généralement, on va voir des gens qui apprennent bien la boxe avec la garde levée, les déplacements et tout ça, mais quand ils arrivent dans le ring, ils commencent à faire ils changent de style, les bras tombés et tout ça. Et avec ça, on ne peut pas enseigner la boxe fondamentale avec l'enfant. Pourtant, Mike Tyson, il était l'incarnation parfaite de cette pédagogie. Donc, ce sont des bases dont j'avais besoin et que Mike Tyson en avait et que avec le peu de temps que nous avions, il nous a permis lors de ces interventions, parce que je tiens à vous rappeler à tous que c'était des interventions. Mike Tyson, il est venu à mon entraînement, je crois, 3 fois. C'était pas mon entraîneur principal, tu vois. J'avais laissé la charge à Dewey Cooper, qui était mon entraîneur de striking au MMA, et que j'ai confiance en leur... Déjà, j'adore l'énergie qu'ils apportent. J'ai confiance à son jugement et on s'entend très bien. J'ai sollicité aussi un entraîneur qui était un ami en France au nom de John Bouba, parce que le connaissant il y a de cela 10 ans, j'aime travailler, j'aime la collaboration avec lui. Je ne suis pas allé à Riyad ce jour dans l'intention de gagner seulement ou de gagner le combat. Je ne me suis pas focalisé sur la victoire, je me suis concentré sur le combat. Il fallait donner tout aux entraînements. Et ce fut de loin mon entraînement le plus difficile. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais un obstacle en face de moi. Et quand il fallait, je redoublais l'effort. À plusieurs reprises, on a arrêté les entraînements et je m'apprêtais pour rentrer chez moi et je pense au combat, je pense à Tyson Fury, à l'obstacle, je pense à la soirée, comment ce jour-là va ressembler. Et j'avais pas du tout envie d'aller me ridiculiser. Et je reprenais, je disais au gars, non, on n'a pas fini. Il disait, non, on a fini. Je dis qu'on n'a pas fini. C'est moi qui serai sur le ring, les gars, vous serez derrière. C'est moi qui serai en train de combattre, d'esquiver les coups de Tyson Fury qui vont arriver de tous les angles. Alors, permettez-moi de me mettre dans les conditions maximum possibles. Je ne vais pas faire l'impossible, mais quand même, je vais explorer la possibilité, toute la possibilité. Et c'est comme ça qu'on faisait encore peut-être 15 ou 30 minutes de plus. Je rentrais chez moi et je réfléchissais au combat. Je disais, comment en sommes-nous arrivés là? Mais le pire, c'est que j'ai demandé ça, ça faisait 4 ans que je réclamais, jusqu'à ce qu'on me donne, et j'ai dit, ok, qu'est-ce que j'en fais alors? Est-ce que je vais m'arrêter sur ça? Est-ce que je vais me contenter sur le fait que j'ai réussi? Ou est-ce que je vais faire de ça une opportunité pour un autre truc? Parce qu'éventuellement, il y avait la possibilité d'une revanche. Mais il n'y aurait jamais eu cette possibilité si je m'étais ridiculisé. Et que si c'était moi qui étais tombé au 3e round, on aurait pu parler. C'était fini. Donc, je partais déjà handicapé sur tous les fronts. Alors il fallait redoubler d'efforts, il fallait travailler. Et surtout quand on sait d'où on vient, quand on sait pourquoi on se bat, c'est plus facile, c'est plus motivant de redoubler d'efforts. Parce que parfois je me dis moi-même, j'ai un truc que je me dis très souvent moi-même pour me motiver, c'est que la seule chose que j'ai à faire, c'est de m'entraîner. C'est pas facile. Mais au final, c'est la seule chose que j'ai à faire. M'entraîner, 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 m'entraîner. Me concentrer sur une seule chose, la bagarre. Et pendant 4 mois, j'ai dû faire ce qu'il fallait pour en arriver là. Et personnellement, certains diront que les juges ont fait ceci, les juges ont fait cela. Moi, personnellement, je ne les en veux pas. On les a tout pris, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on les a tout pris. Alors c'est normal qu'ils s'accrochent sur le peu qu'il reste. Effectivement. J'ai trouvé ça normal. On les a tout pris. Parce que j'étais conscient de la réalité et pour avoir confiance en moi, je m'entraînais davantage et plus je m'entraînais, plus ça me permettait de prendre confiance parce que je me disais, mais
que quand il est fort, tout ce que je peux me dire de lui, après je me dis, mais quand même, les entraînements là que j'ai fait là, c'est pas pour rien. Je ne pense pas que le gars ait fait la même chose que moi. Donc il fallait se rassurer de faire plus que lui. Parce que le problème, c'est qu'il était un peu confortable. Il savait qu'il avait affaire à un novice. Il n'avait pas compris la notion du danger. Il a pu ne plus être en danger, alors c'est en ce moment qu'il était en danger. De l'autre côté, moi je savais que j'étais en danger. Donc mon danger, que notre presse soit la meilleure presse, je veux qu'on prenne le devant de toute chose, de la communication, mais franchement, il y a un petit truc à réparer. Donc n'en voulez pas à quelqu'un s'il n'est pas très confortable à s'adresser à la presse. Moi, je suis ici aujourd'hui pas pour la presse, parce que j'ai l'obligation de m'adresser aux Camerounais, alors je dois me donner ce mal. Parce que si c'était que pour la presse, je ne serais pas là. Amen. Il faut mettre la lumière sur nos problèmes, afin d'espérer un avenir meilleur, afin d'espérer résoudre ce problème et d'avancer. Parce qu'à ce rythme, si on continue à se voiler la face, on ne va pas avancer. Tu vois. Comment est-ce que le critère de sélection s'est fait? Pour les combattants camerounais qui iront en Côte d'Ivoire, parce qu'on a des noms comme Isaac, on ne croit pas qu'on aurait souhaité avoir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de noms, effectivement, mais cependant, on avait besoin de 5. Oui, on avait besoin de 6 noms. Et les sélections se sont faites déjà à la fondation. Et d'ailleurs, même si vous avez remarqué, c'est que la plupart de ces combattants sont les combattants de l'événement de juin. Donc, il y a une revanche, et après, il y a d'autres combats qui ont été programmés en fonction des résultats de l'événement de juin. The Dream est un projet qu'on a... D'ailleurs, c'est la première fois parce que, bon, nos actions sont récentes dans le domaine du sport et éventuellement à l'avenir, en fonction de ce que l'avenir nous réserve, on va voir ce qui va se passer. Mais l'objectif, c'est de continuer à promouvoir le sport sur l'étendue du territoire national et continental. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on arrête avec le projet des Dreams. C'est un extrait de cette conférence de presse donnée hier, ici même à Douala par Francis Ngannou. On a pu voir évidemment, nombreux sont les Camerounais qui sont allés le regarder. Claubert, vous saviez qu'il était là, Francis Ngannou, à Douala? Oui, je savais qu'il était. Vous êtes parti quand même à cette conférence? Je n'étais pas à cette conférence de presse. Je sais quand même, vous êtes toujours sur des grands événements, Claubert. Oui. Vous êtes toujours là. J'avais d'autres empêchements parce que la journée d'hier était journée spéciale Lion. Il fallait être à la chasse. Et comme je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne pouvais être. Non, Francis n'est pas un lion? Non, j'ai dit le don. Pas le lion. Non, le don d'ubiquité, être à deux endroits au même moment. Ah, vous avez choisi être du côté des Lions et pas du côté de Francis Ngannou? Pas du côté de Francis Ngannou. Pourquoi? Oui, parce que je dis, j'organise, je suis dans l'actualité des Lions depuis et j'avais priorisé la venue des Lions à celle de Francis, ce qui n'enlève rien à la qualité de Francis et à l'événement de Francis. Hier, Francis ne boxait pas hier. C'était un échange avec la presse et ses fans. Donc voilà, j'ai choisi d'être plutôt du côté de lui. Alors, Timothée Makongo, pour vous, dans la symbolique même de cette sortie, Francis Ngannou, il a dit à plusieurs reprises, il est venu dire merci aux millions de Camerounais qui se sont mobilisés derrière lui lors de son récent combat face à Tyson Fury à Riyad. Vous avez l'impression que cette fois,
il y avait quelque temps, il était champion du monde, UFC. Oui. Bon, il y a eu ce combat-là récemment. Oui. Vous avez l'impression que on a affaire à un autre Francis maintenant? C'est un Francis évolutif. Déjà, il faut dire que c'est un personnage qui est attrayant, vraiment, qui a eu un parcours extraordinaire, atypique, et qui nécessairement apporte de la sympathie. Il y a en lui beaucoup de générosité, beaucoup d'humilité. Et quand il parle, vous savez, c'est pas évident pour quelqu'un qui atteint le niveau de champion du monde. C'est-à-dire qu'il est dans les hautes sphères de la réalité sociale mondiale, qui pense encore qu'il faut revenir, qu'il peut revenir, prendre contact avec les siens. Il ne vient pas prendre contact avec seulement la nation camerounaise, mais avec les Camerounais qui sont au Cameroun, parce qu'il reconnaît là ses racines. Il y a quelque chose de fort là-dedans, quelque chose de symbolique. D'ailleurs, pour revenir à ce que parce qu'il a beaucoup parlé de son expérience. Il a parlé à la presse. Non, je dis, il a précisé lui-même qu'il ne parlait pas à la presse, il est venu parler aux Camerounais, aux Camerounaises. Il y a la nuance, c'est très très important. Il a dit qu'il n'est pas. Si c'était pour la presse, Timothée Makongo, si c'était pour la presse, il ne serait pas venu. Il ne serait pas venu. Oh, la presse aussi là pour servir de relais. Mais en fait, en termes d'information auprès du grand public aussi. Il y a une métaphore compréhensible là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'exclut pas vraiment la presse, mais il veut qu'on comprenne parce que la presse a plus une tendance soit à prendre parti, soit à entrer dans un jeu politique, soit à entrer dans un jeu qui leur rapporte les moyens. Ou alors à rapporter simplement les faits. Ou à rapporter. Ça, c'est plutôt rare. C'est très rare que c'est rapporté. Comment ça, c'est rare? Tu vois qui sont plus ou moins. Comment ça? Sauf si c'est mon frère. Il n'y a que mon frère, il qui a souvent les vrais faits, mais comme il ne met pas beaucoup de bouquets. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, il faut voir dans l'action de Ngamou ce côté générosité, humilité que tous les Camerounais devraient avoir. Et puis ce côté nationaliste aussi. Parce qu'il y a un nationalisme sans nom qui se dit, c'est au-delà de tout le bouquet, tout le cortège des Blancs, Américains, Français et autres, professionnels, cupides et prédateurs dans ce sport, au-delà de toutes leurs ambitions, ce gars dit, mon pays, je vais faire un tour dans mon pays, je vais parler à mon pays, et ça c'est extraordinaire. Moi je trouve ça extraordinaire, cette communion-là. Puisque il s'appelle désormais Imperator. Donc, à la suite du doyen et Clubin va réagir rapidement. Donc j'admire le style engagé. Vous savez, le français, c'est particulier, c'est que chaque mot a un sens. Je me réjouis justement que vous nous ayez questionné dessus, vous qui avez la maîtrise parfaite de 1600 déclinaisons de la langue française. Mais il aurait dû dire, je voudrais que vous compreniez Francis Ngannou, parce qu'il est davantage anglicisme en réalité, il est davantage anglophone dans la langue, dans la pratique. Il vit aux États-Unis, justement. Francis, je pense que s'il avait dit en anglais, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme il a dit en français, ça pose problème. Pourquoi? Et je le comprends volontiers. Parce qu'à cause d'une virgule, on avait exécuté un nombre. C'était écrit « tuer par virgule, laisser vivre ». Mais la secrétaire, après tuer, a mis la virgule et a dit « pas laisser vivre ». Quand je reviens donc, je reviens pour dire ceci. Francis Ngannou aurait dû dire ben, je ne suis pas venu ici seulement pour la presse. Je pense que s'il y a l'adverbe seulement... Parce que c'est une conférence de presse. Oui, attendez. S'il y a l'adverbe seulement. Mais sauf que la réponse a frustré plus d'une personne, ou bien assemblée, je le dis encore comme ça. Si c'était la presse, il ne venait pas. Mais en réalité, Francis veut vous faire comprendre que si c'était seulement la presse, je ne serais pas venu. Comme pour dire quoi, justement? Parce que quand il y a l'adverbe seulement, justement, la phrase change complètement. Et elle a un sens beaucoup plus compréhensible. Si Francis avait dit, si c'était seulement pour la presse... Une réalité métaphorique. En réalité, ben, on n'en aurait pas fait un cas. Pourquoi? Parce que Francis pense, et je ne suis pas dans sa psyché pour réfléchir comme lui, mais j'ose croire que tel est le cas, que la presse, justement, ne comporte pas autant d'hommes que les 30 millions de Camerounais. Et de ce point de vue, s'adresser seulement à la presse, comme il le disait, serait réducteur. Je viens au travers, par le truchement, par l'entremise de la presse, m'adresser aux 30 millions de Camerounais et à ceux de la diaspora. C'est comme ça qu'il faut donner le message, j'allais dire cette phrase de Francis Ngannou. Quand je l'ai dit, je referme la parenthèse et je dis ceci. Il dit, j'aurais même souhaité, évidemment, c'est vous qui faites le conducteur, j'aurais souhaité que le sujet Francis Ngannou soit à l'ordre du jour pour des... C'est à l'ordre du jour, c'est à l'ordre
des émissions. On a fait des émissions entières sur Francis Ngannou ici, quand même, pendant près de quoi, sur 2-3 semaines. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Je n'ai pas pris peur à ces émissions. Mais pour celle-ci, si tant soit peu, on pouvait finir l'émission en ne parler que de Francis, parce que tout ce que tout le monde sait, c'est-à-dire quoi, comme qualificatif, il est d'abord généreux, il est humble, il est quelqu'un de... il communie bien. Il est nationaliste. Il est nationaliste. Vous vous rendez compte qu'à Riyad, justement, que le drapeau du Cameroun, l'hymne national a été chanté grâce à Francis Ngannou. Il y en avait qui ne connaissaient pas le Cameroun. Et là, c'est pas le foot. Hein. Ça n'est pas le foot. Mais qu'au travers de Francis Ngannou, que l'hymne du Cameroun, The National Anthem of Cameroun, a été chanté, c'est stratosphérique. Francis Ngannou a tenu partout où il est, et même quand il évoluait encore dans l'UFC, à valoriser le vert rouge, à valoriser le 237. Pour cette raison, il mérite même qu'on lui érige une stèle. Moi, j'ai dit, quand j'ai fait un post pour Francis Ngannou, que Francis mérite justement sa vie, son cursus, absolument, mérite d'être enseigné dans toutes les universités du monde. Parce que partir d'un rien et tutoyer le monde, le haut sommet, voilà. Non pas que de la boxe, mais du sport de manière globale, il faut s'appeler Francis Ngannou. Et pour moi, je vais finir là-dessus. Quand quelqu'un réussit, je le dis au foot souvent, quand quelqu'un fait une action, quand un gardien se comporte bien, on dit qu'il est onanesque. Mais maintenant, on va résumer en disant que quand un sportif justement brille, il est ghanouesque tout ça. Je pense que la langue française va s'y appeler parce que Francis le mérite. Clebert et puis Jérôme, deux choses. Oui. Déjà, je fais bien la démonstration ou alors la démonstration de Emmanuel. Je voulais seulement compléter quelque chose. Dans la vie des sportifs, il y a toujours l'opposition entre l'élite et le bas peuple. Il y a toujours l'opposition entre le système et le peuple. Et les sportifs ne l'oublient jamais. Vous avez vu quand Karim Benzema a remporté son ballon d'or, il a dit mon ballon d'or c'est le ballon d'or du peuple. Donc on préfère toujours se référer au peuple parce qu'on considère par exemple que la presse est plus au service des élites que du peuple. Donc se référer au peuple fait plus grand. Le peuple est le dominateur commun et c'est tout à fait compréhensible que Francis dise que je suis ici grâce au peuple et pour le peuple parce que c'est plus inclusif. D'accord. Jérôme, je crois qu'ils ont dit déjà tout ça, ils ont dit l'essentiel. Moi, je voudrais tout simplement rappeler que des bonhommes comme Ngannou mériterait discuter avec le ministre du Tourisme parce qu'il faut dire, Emmanuel s'est souligné tout à l'heure, c'est des gars qui ont vendu l'image du Cameroun à l'international. Donc quand vous avez des bonhommes comme ça qui ont réussi sur le plan mondial, qui à travers eux on connaît le Cameroun dans un sport individuel. Voilà, donc je crois que dans certains ou alors dans les aéroports du Cameroun, on devait avoir la photo, le bienvenu de Francis Ngannou qui s'adresse aux visiteurs qui entrent au Cameroun, tel qu'on peut produire les Samuel Eto'o, les Roger Miller et les autres, ceux-là qui, par les efforts individuels ou alors collectifs, hissent tout simplement le vert jaune dans le devant du plan mondial. Donc je dis que c'est un gars tellement à féliciter et à encourager parce que je crois qu'il a été titillé par d'autres nations, c'est-à-dire la France, les États-Unis, pour pouvoir le chipper de son vert jaune. Mais malgré tout ça, il se reconnaît camerounais, il se plaît même déjà. Et puis bon, je crois qu'on devrait tout simplement tirer un grand coup de chapeau. Et je dis, il a vendu assez, il a vendu l'image du Cameroun d'aucuns. Déjà, son combat du côté de Riyad a fait que la plupart, même ceux qui ne connaissaient pas la situation géographique du Cameroun, ont pu de parler. Ceux qui ne savaient pas, par exemple, qu'il a des fondations, Francis Ngannou ici au Cameroun, je crois que à l'ouest et ici à Douala. Il fait partie des Camerounais là, qui vendent déjà très bien l'image du Cameroun à l'international et qui donnent une très bonne visibilité par le Cameroun. L'image
l'image, tu as parlé tout à l'heure, Mango, d'image en parlant des personnalités. Mais vous dites le sport individuel. Quand on est dans un sport individuel et qu'on devient un mondial, numéro 1 mondial, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu parcours le monde, tu verras par exemple que quand Yannick a gagné le Roland-Garros, c'était l'image, on lui a fait des images un peu partout. Ça c'est quelque chose qui ne loupe pas, tu comprends. Partout dans le monde où il y a un individuel, un sport individuel, c'est vrai que tu as soulevé tout à l'heure, on aurait pu mettre son image. Dans les aéroports, du Cameroun, pour que ce soit comme un quand on est en contact avec le ministre du Tourisme, en réalité, le ministre du Tourisme est un pion. C'est avec le président de la République qu'il faut... Avec le ministre du Tourisme, par rapport au ministre, c'est le vendre son image. C'est avec le président de la République. C'est le chef de l'État qui... Avant même les effigies, avant même les photos justement auxquelles vous faites allusion, mon cher frangin intermédiaire de joueur, il faudrait déjà qu'on lui remette un cadeau, je pense. On a remis des Prados à Madame Bango, je pense qu'elle les a reçus. On a remis des maisons, des villages justement à certaines endroits. Je pense que Francis Nganou, en l'état même, je pense, il faudrait que le gouvernement du Cameroun trouve déjà un cadeau au prorata justement de l'image du Cameroun qu'il a porté très haut. C'est très important. Ça doit se faire avant le 25. Ou peut-être qu'ils attendent le 25 pour que ce soit un cadeau de Noël. Non, il le mérite. Ça mérite, c'est vrai. Nous qui avons la veine de sortir du pays des fois, Claubert en sait quelque chose, Lydie aussi, dans le cadre de notre métier de communicant, ben je pense que pour la Côte d'Ivoire, on va s'y rendre l'éternel en inconvénance, à supposer qu'on sache que vous êtes Camerounais, ben de suite, on va vous parler de Francis Nganou. D'ailleurs, il y aura un combat là-bas avec des jeunes de sa fondation, fin novembre, à Abidjan. À Riyad, le drapeau du Cameroun, le national, va connu de tous, il mérite les cadeaux. Je pense que pour le 25 décembre, avant le 25, que Papa Noël, justement, fasse quelque chose. Francis, merci pour le fils de la nation. Claubert. Lydie, je vais dire quelque chose. Je suis d'accord avec ce que le grand Timothée et Emmanuel ont dit, mais je crois que c'est réducteur. Oui. Je crois. Le problème est plus sérieux. Tout à fait. Et le mal est plus profond. Je crois que, comme l'a dit Emmanuel, Francis mérite qu'on lui rende des honneurs. Peut-être pas en termes d'argent, je ne crois pas que ce soit ce qu'il ait le plus besoin là maintenant, mais le pays, la patrie sait comment rendre des honneurs à ses enfants. Maintenant, pour ce qui est de la plus-value du combat de Francis, je crois que ça a été un rendez-vous manqué et je me demande si nous aurons une autre occasion, même si, comme disent les anglo-saxons, never say never. Oui, pour le Cameroun. Parce que, voyez-vous, Riyad est aujourd'hui the place to be. C'est la destination de tous les investisseurs. Absolument. Parce que dans le cadre de la Coupe du Monde que l'Arabie Saoudite organise en 2034, aujourd'hui, elle est disposée à s'ouvrir au monde. Qui dit s'ouvrir veut dire donner les opportunités d'affaires. Donc, il aurait fallu que le Cameroun se déplaçât en Arabie Saoudite avec une forte délégation vendre la destination Cameroun. Quand on joue la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde, il y a ce qu'on appelle là-bas le village des lions. On aurait créé un village du Cameroun à Riyad, déjà que Francis est parti peut-être 10 jours avant pour promouvoir la destination Cameroun, parce que beaucoup de gens se demandaient Cameroun, what is Cameroun, what is Cameroun. Il fallait vendre le Cameroun. Nous avons raté cette occasion-là. Et même quand on dit non, on n'a pas pu organiser l'accueil parce que il est rentré très brusquement. Lui-même a tenté de défendre le ministre des Sports sur le pourquoi on n'a pas organisé son accueil. Non, si l'État, si le Cameroun s'y était intéressé avant,
c'est le Cameroun qui aurait organisé son retour. On n'aurait plus été surpris par les horaires du jet privé et les autorisations de survol aérien. C'est le Cameroun qui aura organisé. Donc, on aurait gagné à être là-bas et non pas des personnes seules qui, sur initiative personnelle voilà. Ou sur invitation de Francis. Et je crois que ça a été vraiment un rendez-vous manqué. Et aujourd'hui, pour essayer de limiter la casse, maintenant je rejoins ce qu'ils ont dit, pour essayer de limiter la casse, il faut capitaliser sur les opportunités que nos combats s'ouvrent. Capitaliser déjà par les exemples qu'ils ont pris, mais capitaliser aussi en ce qu'il faut être maintenant sur ses gardes parce que le combat contre Fury ouvre la possibilité à beaucoup d'autres combats et donc à beaucoup d'autres opportunités d'affaires. Peut-être qu'elles ne seront pas les mêmes, mais elles seront quand même des opportunités lucratives. Il faudra saisir cette opportunité. Alors, Emma, on sait quand même qu'il y a, je parlais tout à l'heure, c'est les fondations Francis Ngannou. Il y en a une dans la région de l'Ouest et l'autre ici à Bonamou Sadi. À Bonamou Sadi. C'est important. Vous parlez tout à l'heure de patriotisme, au-delà de tout ça, et je crois que c'est Timothée Makongo qui, au-delà de tout ce qui l'entoure, il a quand même tenu à revenir parler au peuple. Pour vous, dans la symbolique même de la mise sur pied de cette fondation où des jeunes viennent s'entraîner gratuitement, on est là dans... Je remets un peu ce que j'ai reçu ou pas. Oui. Enfin, je commence, toi tu complètes. Comme tu parles beaucoup, tu complètes. Je parle beaucoup. Bon, en fait la fondation, il faut maintenant le sport. MMA, je dois reconnaître que je me suis intéressé au MMA à cause de Ngannou. Je ne connaissais pas vraiment ce sport. Je savais qu'on a le catch avec tous les dérivés du catch. Mais Ngannou il est devenu champion du monde. Il a surpris tout le monde pratiquement. Et c'est vraiment une perpétuation qui est normale. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il lance ce sport au Cameroun, que ce soit comme... parce que nous pouvons nous approprier ce sport. Vous vous souvenez à l'époque, pour le volleyball, à l'époque, il y avait des gars qui étaient au cycle à Messa, au cas cycle de Messa, oui, qui petit à petit, ils ont lancé le volleyball qui est devenu populaire dans tout Yaoundé et même dans tout le Cameroun. Et Ngannou est un des pionniers là maintenant de ce truc-là. Et c'est ça, ça montre encore sa grandeur parce qu'il a pensé à son pays, a pensé aux jeunes de son pays. Vous savez, c'est un peu comme lorsque Bango a gagné le triple saut. En fait, c'est pas un sport. Oui, c'est un sport qui n'intéressait pas les Camerounais. Mais comme c'était une victoire individuelle, elle est devenue célèbre en un rien de temps. D'abord, les Camerounais ont eu du mal à récupérer cette victoire. Ils l'ont récupérée avec beaucoup de retard, avec beaucoup de démonstrations. J'ai dit, ce que Ngannou fait est une démarche absolument extraordinaire. C'est intelligent, c'est évolutif, c'est précurseur, ça invite les jeunes à entrer dans une autre dimension, dans un sport qu'ils ne connaissaient pas. Qui n'est pas simplement le foot. C'est pas seulement le foot, voilà. C'est vrai. Parce que le MMA, d'abord, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup de règles, ils ne savent pas si c'est le catch pur, ou si c'est la boxe avec un peu de boxe, ou avec c'est le boxing, le kickboxing, il y a tellement de batailles. Il y a des règles. C'est la bagarre, comme dit Francis Ngannou, c'est la bagarre. Moi, je n'ai pas envie d'être... de démontrer à quel point je suis ému quand vous posez cette question. C'est l'une des meilleures que vous avez posées, vous venez du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Francis, il n'y a que l'Éternel qui l'a aidé. Ouais. Je ne pense pas que le Cameroun lui ait donné un coup de main. Ouais. Ça, c'est une certitude. Francis aurait pu, et c'est pour cela que nous tous ici, de manière unanime, on loue sa grandeur avec grandeur. Parce que Francis aurait pu se contenter d'être américain, de vivre aux États-Unis. Absolument. De vivre en Floride, tout ce que vous voulez, à Los Angeles, justement, tourner ses films, faire sa bourse et faire sa vie. Voyez-vous, peut-être avec Kim Kardashian, parce que Kim Kardashian lui fait les yeux doux. Voyez-vous. Donc, mais il dit non, il est venu de quelque part, même s'il a dû cravacher dur, justement, l'Éternel avait mis ses mains sur lui. Il est parti, avec tout ce que cela comporte, il aurait pu se faire dévorer par un animal féroce en route, se faire tuer. Il se retrouve en France, etc. Et le résultat, on le connaît. Au relais de tout ça, il se dit, je viens quand même de quelque part, je ne le voudrais pas, et c'est pour cela que je n'ai pas envie de laisser transparaître mon émotion. Je voudrais, au-delà de ça, moi qui ai souffert, ne pas permettre aux autres de souffrir, justement.
C'est-à-dire, je leur balise le chemin avec des infrastructures up-to-date, des infrastructures idoines. Première des choses. Évidemment, deuxième des choses, il sait qu'il est un précurseur, qu'il est un pionnier, justement, dans la discipline. Il faudrait également la promouvoir pour permettre à ceux-là, justement, à qui il est en train de baliser le chemin, de se faire un nom demain comme lui. Ça, c'est la première éducation que je fais. La toute deuxième, évidemment, le président de la République, Paul Biya, a toujours prôné l'égalité des sports. Tout à fait. Mais on sait de manière pertinente que pour certains dans le sport qui réussissent, c'est ceux qui pratiquent les sports collectifs. Évidemment, il y en a peu qui ont réussi dans les sports individuels. Dogo Ibanga avant, en 84. Bessala, etc. Il y a eu le catcheur qui est passé de vie à Tripa entre-temps, et puis les Bango. Ils sont très peu. Évidemment, Yannick, on ne pourrait pas le classer parce que quand il remportait Roland Garros en 83, il était français. Voyez-vous, mais moi je me réjouis aussi parce que la France sait faire des choses. Il y a quelques semaines, quelques mois, porte d'Auteuil, que 40 ans après, on lui est réservé. Lors de la finale. On lui a fait une stèle justement à Roland Garros. Et généralement, Roland Garros, ça c'est particulier, c'est qu'à chaque fois que le tournoi se joue, pour tous ceux-là qui avaient remporté, vous avez des perdièmes. Donc Yannick Noah, justement, va s'en mettre davantage la poche. Mais c'est même pas trop ça, Claubert le disait, mais c'est cette reconnaissance-là. Donc quand j'ai fini, je fais la parenthèse, je reviens en disant que, honnêtement, Francis, je pense Je crois que c'était la finale remportée par Djokovic face à Alcaraz. Je voudrais dire que Francis Ngannou, j'ai résumé ça en disant ceci, son cursus doit être enseigné dans toutes les grandes écoles du monde. Il est stratosphérique et il devrait être justement chargé de TD. Et ça démontre à souhait que ça, c'est pas mal. Il ne faut pas être passé par l'école à tout prix. Évidemment, il y a une école, pas peut-être l'école, j'allais dire, conventionnelle. Mais l'école de Francis enseigne davantage que l'école conventionnelle. Sa réussite le démontre à souhait. Et surtout, il y a un célèbre écrivain dont j'oublie le nom qui avait écrit Cahier de retour au pays natal. Aimé Césaire. Il revient au pays natal. Il ne revient pas au pays natal les mains vides. Il revient les mains pleines de cadeaux avec ses infrastructures. Et Francis, je suis certain, pour finir, au-delà des infrastructures, celle de Batier, justement, je l'ai visité, celle de Bonamou Sadi, il va les soutenir et peut-être créer même, justement, être même l'intermédiaire idoine entre ceux qui partiront de son académie pour évoluer en très haut lieu. C'est stratosphérique. C'est pour cela que je regarde la caméra, je dis, quand vous avez un enfant comme Ngannou, quand le Cameroun a un digne fils comme Ngannou en l'état, je pense que pour Noël qui vient, il faut un cadeau à la dimension. Parce que, évidemment, Robert l'a dit, je ne vais pas revenir dessus, au-delà justement du volet merchandising, justement de la force, du pouvoir sportif de Ngannou, il faudrait déjà que l'État lui reconnaisse cette valeur-là et lui dise, Francis, ben, choisis le quartier que tu veux, choisis Bastos, choisis Bonanjo, Bonapriso. Ben, si tu n'as pas une villa, on te fait une villa à 4 niveaux, parce que tu le mérites bien. Je pense que ce serait un cadeau. Évidemment, il a dit. Francis peut s'offrir ce qu'il veut. Mais il serait, j'allais dire, ce serait davantage plus touchant que la partie camerounaise, par l'entremise des politiques et ceux qui nous gouvernent, comprennent l'importance justement de la présence de Francis Ariad et même antérieurement pour lui dire tu as tellement rayonné. Je vais vous dire une chose, je suis sûr que même si l'Arabie Saoudite ne donnait pas trop de visa, en fait je ne sais pas comment ça se comporte, mais à partir du moment où vous êtes Camerounais maintenant, que vous présentiez à l'ambassade à Yaoundé, ben, seulement parce que vous êtes Camerounais, on va vous donner, on va vous apposer le visa. Seulement pourquoi? À cause des coups, bien grâce à qui? Grâce à Francis Ngannou. Donc de ce point de vue-là, l'État du Cameroun, par reconnaissance, l'État c'est l'aide des fois, ben, qui lui disent ben, si c'est à Bastiac que tu vas habiter, si c'est à Bonapriso, si c'est à Santa Barbara, tu trouves l'endroit, on te donne un lopin de terre, on t'érige une stèle et une villa sympathique parce que tu as représenté le Cameroun. La même lecture, Jérôme? Oui, mais vraiment, il va parler pour lui. Quelque chose d'important déjà, c'est l'occasion pour moi aussi de dire joyeux anniversaire à Richard Toa, ce grand entraîneur, parce qu'il faut dire, il a fait ses classes en Allemagne, il revient faire son centre de formation du côté de Baranté. Et lorsqu'on regarde le parcours de Francis Ngannou, après tous ses efforts du côté de l'international, il revient au Cameroun, il installe tout simplement quelques centres de formation du côté de Bonamoussa, des celles de Batier. Donc il faut tout simplement dire que déjà il faut le reconnaître comme président. Il avait déjà été président de l'UFC Afrique, de la zone Afrique. Donc,
Il a tout. Oui, il n'est plus parce qu'il faut comprendre. Il n'est plus comprendre parce que son contrat avec l'UFC a été déjà rompu. Donc il faut déjà dire que c'est un bonhomme. Et l'UFC, il le regrette maintenant. Hein. Oui, ben l'UFC fait tout. L'UFC fait tout. Actuellement, l'UFC est en train de tout faire pour le ramener dans ses rangs parce qu'il faudra comprendre qu'après ce combat du côté de Riyad, l'UFC a tellement eu de la salive amère. Donc, il veut se faire ramener parce que vous savez, c'est quelqu'un qui ramène beaucoup de foules dans les stades. Et voilà, donc il faudrait simplement dire bravo. Il a réfléchi, il se dit ben, pourquoi pas faire profiter les cadets pour ce sport et puis plus tard avoir d'autres champions. Même si déjà il y a des Camerounais qui, au niveau de l'UFC, sont en train de faire belle figure. Donc, il faut simplement dire qu'il ne voudrait pas. Il veut donner, je voudrais dire, la chance à ceux-là qui aiment aussi le sport de combat et pourquoi pas émerger plus tard. Alors, s'il te plaît, je voulais juste ajouter quelque chose. J'avais une petite question avant que ça ne m'échappe. Maintenant, dans la dynamique, vous voyez, dans laquelle se trouve Francis Ngannou, forcément, il est très attendu désormais. Comment est-ce qu'on gère ça? Vous avez été un sportif. Je vais répondre à cette question, mais je vais d'abord revenir sur ce que Clauber a dit tout à l'heure, et il avait raison quand il a dit que nous avons eu à un moment donné des points de vue, des propos un peu réducteurs. Tout à fait. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, et ça je veux dire parce que lui il est revenu encore sur les trucs réducteurs. Lui, Clauber ne dit pas qu'il va falloir donner un cadeau, une bouteille à Ngannou, bien lui donner, mais il faut quelque chose qui soit pérenne. Il faut s'être pérennisé comme, et je crois que c'est Clauber qui l'a dit, qu'il faut peut-être dans les faits historiques de la vie de Ngannou, son parcours, parce que ce parcours-là, c'est une école, c'est Emmanuel. C'est une école qui pourrait être tracée dans les réalités des faits historiques. Vous savez, quand on était, nous, à notre époque, nous sommes très âgés aujourd'hui, nous étions, quand on regardait l'histoire de l'Afrique, de classe de 3e, on pouvait vous parler des femmes du Bénin, là qu'on appelait, j'ai oublié comment on les appelait, c'est des femmes qui étaient des soldats extraordinaires. Donc on se traçait un peu le truc. On voulait vous parler des histoires particulières de Tchaka Zulu, comment elle est partie de rien et comment elle est arrivée jusqu'à créer la reine Dahomey. Oui, et ces genres d'action de Ngannou, là, c'est franchement, sur le plan social, ça peut avoir un impact extraordinaire si le Cameroun peut le compenser. En mettant ça dans les faits historiques, pas seulement l'histoire du sport, mais l'histoire générale du Cameroun, d'un homme. C'est-à-dire introduire, par exemple, cela dans les manuels scolaires. Dans les manuels scolaires, parce que c'est le courage d'un homme qui est parti de sa région, qui est parti de rien, qui a bravé, qui a bravé toutes les réalités. Les Américains proposent déjà lui faire un film de sa vie. Non, c'est un film, mais un truc qui reste dans les manuels, qui a une certaine pérennité, c'est-à-dire que tous les enfants qui vont passer par le cours moyen 2 vont lire l'histoire de Ngannou, comme nous avons lu à une époque Bamadou et Bineta, pour nous qui sommes les anciens, on a eu à lire Bamadou et Bineta. C'est vrai, on a parlé de destin, de trucs, mais c'est très très beau. C'est très beau les gens qui ont... Cette dynamique-là est vraie, elle est réelle, parce qu'au-delà du sport, il y a l'homme, cet homme qui est qui est dynamique, qui est généreux, qui pense qui est nationaliste, qui ne pense pas, qui n'est pas dans une réalité tribaliste, mais qui pense à la culture de sa région et qui pense aux cultures générales de tout le Cameroun. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un universaliste pour les Camerounais, quelqu'un qui est... C'est une dynamique extraordinaire. Qui, si ceux qui se réclament d'être des professeurs de linguistique, des professeurs de sociologie et autres, peuvent prendre ce cas à part, ils pourraient faire des choses extraordinaires en parlant de Ngannou. En marge de ça, avant que vous ne répondiez... C'est des personnages très importants. Vous répondiez à sa question, vous n'avez pas répondu d'abord. Moi, je voudrais dire une chose. Clauber a raison, vous avez raison. Mais je prends un exemple. Quand vous avez votre enfant, vous lui dites, si vous êtes reçu au CEPE, je vous achète un vélo, une bicyclette. Mais il est reçu, justement, Francis Ngannou, à sa chair, justement, c'est-à-dire bac plus N. Mais qu'est-ce qu'il faut d'abord, avant que de penser à toute autre chose, pour moi, ce serait de lui donner une résidence cousue dans un quartier résidentiel. D'accord, on a compris, vous insistez là-dessus. Emmanuel Mahop. C'est sa bicyclette. D'accord. Le reste, vous ne... Timothée Makongo, ma question reste en suspens. Oui, la question est en suspens. Bon, désormais, Francis Ngannou est attendu. Oui, la dynamique. Comment est-ce qu'on gère ça en tant que sportif?
Quand vous avez atteint en réalité, niveau, on atteint un point de sublimation où on cesse d'être sportif. On devient un homme d'une autre dimension. Ça part du sport, mais on entre dans une nouvelle une sublimation qui fait que vous devenez un homme qui entre dans un autre dynamisme, dans une autre dimension, dans un dynamisme tout à fait nouveau. Parce qu'en réalité, ce gars-là, le sport a été la base. Il a excellé dans cette base. Et maintenant, il dépasse cette base. Projection immédiate, ce n'est plus qu'il devienne le champion, le grand champion, qui va être adulé par le monde entier. Le problème, c'est une œuvre qui va amener des générations à parcourir, faire le même chemin que lui, et peut-être dans d'autres domaines, parce que ça ne va pas seulement rester dans le MMA. D'autres vont le rêver pour le basket, pour le judo, pour le kung-fu, pour toute autre chose, pour le vélo et tout cela. Tout l'autre jeu, nous parlions de vélo ici. À l'époque, beaucoup de jeunes ont rêvé d'être cyclistes parce qu'on avait connu premier Boniface, qu'on ne soit arrivé plus tard. Mais il y a eu des vieux, là, comme premier Boniface Pommier, qui était, je crois, un Bafan, qui était un des premiers cyclistes, qui était toujours dernier, mais qui était le cycliste le plus célèbre au Cameroun à l'époque. Vous avez vraiment... Échangeons. On a du temps encore. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Parce que je souhaiterais qu'il termine sur ma question et puis on va parler la question de Gomou, ce qu'il faut comprendre, le dynamisme est lancé. Il y a comme une espèce de cellule qui va éclore, qui va prendre du volume, qui va donner d'autres cellules. C'est une fécondation, c'est-à-dire qui va donner beaucoup d'énergie. C'est un fait qui est réel. Pour moi, c'est très très beau. Voilà. On va vraiment, Emmanuel. Assisté au Ballon d'Or, la dernière fois remise de Ballon d'Or. Qui est-ce qu'on invite? Djokovic, justement, il n'est pas un joueur. Et là, je rejoins, justement. C'est Djokovic qu'on revient. Mais j'ai une image encore. Vous avez vu, vous avez assisté à l'arrivée de Mbappé ici, la STV l'a couverte, cette arrivée de bout en bout. En très haut lieu, on a le fils du président de la République, Franck Biya. On a Kylian Mbappé. Et qui est-ce qu'on a à côté? Francis Ngannou. Suivez mon regard. Belle image. Alors, on va rentrer dans la seconde thématique de ces débats consacrés aux éliminatoires de la Coupe du monde de football FIFA 2026, zone Afrique. Le Cameroun s'apprête à disputer donc 2 matchs. Déjà ce vendredi contre l'île Maurice, ici même à Douala. Et puis le 21 novembre prochain contre la Libye. Claubert Yompan, vous avez assisté à la première séance d'entraînement hier de l'équipe nationale de football du Cameroun qui est à Douala actuellement. Il faut le rappeler. Comment vous trouvez l'ambiance? Comment trouvez-vous l'ambiance justement au sein de la tanière? L'ambiance est très bonne. Malheureusement, tout l'effectif n'était pas encore là, mais aux dernières nouvelles, le groupe est au complet. L'ambiance était bonne et c'était une bonne chose que de choisir de communier avec le public. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'équipe nationale du peuple. Le public. Est-ce que vous avez eu l'impression justement que le peuple a eu accès à ces joueurs? Ce n'est peut-être pas à la faute des joueurs. Ça, maintenant, c'est une question de timing et d'organisation. Je crois que les joueurs étaient disponibles et non repoussés personne. Le stade était plein quand même. Voilà, le public a répondu présent. Les lions étaient présents. Maintenant, c'est la sécurité qui aurait pu organiser les choses pour permettre aux joueurs de mieux communier avec le public. On va retenir l'intention de l'acte et se dire que la prochaine fois, on va en tirer des enseignements et voir comment mieux faire. La prochaine fois pourra être samedi, un jour après le match, parce qu'il y a encore un entraînement. Je ne sais pas s'il sera simplement pour les 15 minutes ouvertes à la presse ou c'est encore un entraînement public. Donc, côté ambiance, l'ambiance était très bonne. On a vu une belle équipe nationale avec de nouveaux joueurs qui auront à cœur de s'affirmer pour déjà anticiper sur peut-être la prochaine question. C'est de dire que c'est vrai que on prépare 2 matchs contre l'île Maurice et la Libye. L'île Maurice,
quand on prend les deux dernières confrontations avec l'île Maurice, c'était plutôt assez facile. Le Cameroun n'a pas pris de but, mais ça demeure un match qu'il faut jouer en 90 minutes. Mais je crois qu'en arrière-plan et dans le conscient collectif des joueurs aussi, il y a les places pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue. Je ne sais si c'est heureusement ou malheureusement, l'équipe va sans ces deux légionnaires, les capitaines Choupo-Moting et Aboubacar Vincent. Et il y a peut-être des places à prendre. On verra comment l'équipe va essayer d'évoluer. Sans cela, c'est peut-être l'occasion pour ces jeunes-là de se montrer sans la pression, sans la présence, parce que quand vous avez simplement près de vous un Aboubacar ou un Choupo, votre comportement n'est plus le même. Les places seront chères et on verra au 22 ce qui en sortira. Alors, Chiweté Makongo, ces différentes rencontres qui arrivent, l'île Maurice, la Libye, que pensez-vous des adversaires du Cameroun? Déjà, Claubert a fait une bonne analyse, mais ce que je voudrais ajouter, parce que j'ai quand même un souvenir amer, vraiment très amer, du match Cameroun-Sénégal. J'ai eu un souvenir très amer, pas parce qu'il y a eu ce score-là, mais ce n'est pas le score qui m'a intéressé, c'est l'expression camerounaise au niveau de tout le jeu qui m'a un peu choqué. Parce qu'en réalité, on a vu la différence était très très nette entre les Camerounais et les Sénégalais. Excuse-moi de revenir d'abord sur ce fait pour parler de l'île Maurice et de la Libye. On a vu une équipe sénégalaise déjà bien préparée, organisée, habituée à jouer ensemble et ayant une certaine communion, une certaine communicativité dans les compartiments. Le Cameroun a été, je regrette de le dire, mais vraiment on était assez minable face au Sénégal. C'est-à-dire qu'individuellement, nous avons de très très bons joueurs, nous avons des joueurs absolument à la hauteur, mais nous avons un malaise en termes de communion. Et puis il faut dire, les entraîneurs, je pense pour moi que les entraîneurs n'ont pas beaucoup de courage à certains moments, parce que je pense que quelqu'un comme Aboubacar Vincent, il est déjà vieillissant, il a un problème en termes de réaction. Quand vous regardez les réactions de, comment on l'appelait, ceux qui jouent à droite, l'ailier droit, le métis, Mbeumo. Quand vous regardez l'aspect réactif de Mbeumo, vous regardez l'aspect réactif de Ngamalé, et que vous prenez Aboubacar Vincent aurait pu marquer 2 ou 3 buts contre le Sénégal. Mais il a un problème de réaction. Il est en réalité, et ça c'est plusieurs matchs que je le note, il est vieillissant, mais il est très très opportuniste. C'est quelqu'un qui pourrait nous faire des choses extraordinaires. Mais je dis, il faut absolument avoir le courage de marquer le timing, de lui donner un temps de participation pour qu'il aille à fond en 15, 20, 25 minutes. Mais pas lui donner les 90 minutes d'un match. Par contre, un créateur, un gars qui a une lucidité créatrice comme Choupo-Moting, on pourrait plus, au lieu de le confiner pleinement dans une réalité d'avant-centre, mais qu'on le mette plus dans l'entrejeu, parce qu'il a des étincelles créatrices qui sont extraordinaires, Choupo-Moting. Bon, maintenant, j'ai dit, pour moi, il y a 2 vieillissants qu'il faut absolument commencer à ouvrir. Il y a celui qui est ailier, là, qu'on l'appelle, qui joue à gauche, là, comment on l'appelle encore? Non, celui qui joue à gauche, là, qui est à Lyon. Toko, il est vieillissant, malheureusement. Et il n'a plus vraiment complètement sa place à cette équipe. Il est parfois bon individuellement, mais c'est des jeux qui ont maintenant des niveaux de 45 minutes, pleinement. 45 minutes, qu'on essaie d'avoir le courage de mettre d'autres gars. Parce qu'en réalité, quand on regarde tous les compartiments, on est bon. Ils ont essayé une nouvelle défense qui était pas mal, mais qui avait un problème de communion. Même le milieu de terrain n'est pas mal. Mais il y a des problèmes de communion, de vase, de coulissement d'un compartiment à l'autre. Ce problème-là est vicieux et des pays comme la Libye sont dangereux dans ce sens. La Libye est très bien organisée, c'est un bon pays en réalité. L'île Maurice, comme a dit Claubert, bon, on a vu toutes les prestations, il ne nous inquiéterait pas plus. C'est vrai que nous, on n'a pas pu réussir à marquer des buts contre eux, mais il ne nous inquiéterait pas beaucoup. Mais la Libye peut nous inquiéter, à mon avis.
Si nous jouons comme nous avons joué contre le Sénégal, j'espère pour nous qu'il y aura suffisamment d'entraînement pour ce coulissement-là, parce qu'en réalité, c'est ce qui nous manque. Nous savons, individuellement, nous n'avons rien envie à personne. Hein? Mais nous avons un problème de communication, de comportement qui sont... Peut-être comme Zambouangui, ça n'était pas là, peut-être que les choses iront mieux avec la présence de Zambouangui, ça, parce qu'en réalité, c'est une très très belle plaque tournante, Zambo. Hein? Bon, maintenant, et nous avons aussi la chance d'avoir, c'est lui qui parle souvent de son gardien, très bon gardien, un des meilleurs du monde, certainement. Ça nous rassure. Ça nous rassure un peu, mais la défense, il y a quelques flottements parce qu'il n'y a pas de communication. Mais au niveau des individus, nous sommes très très bons. Si on peut un peu plus utiliser. Je pense que Ngamaleu est très réactif, on ne l'utilise pas beaucoup. On l'utilise mal et puis il faut lui donner certaine assurance, à mon avis. Hein. C'est un joueur qui est capable de courir 90. Il n'est pas là pour ces matchs. Qui est joueur de courir 90 minutes sur tout le terrain et participer partout dans tous les compartiments. Mais ils sont mal utilisés. Tu comprends? Et je dis vraiment, si moi j'ai un conseil à donner au coach Song, qui commence à penser que Boubacar Vincent a droit au maximum à 45 minutes. Vraiment 30-45 minutes. Mais de faire jouer 90 minutes, c'est une erreur monumentale. Et on ne se rendra pas compte. Jérôme, vous partagez un peu les mêmes craintes que Timothée? Qui malheureusement, Aboubacar, dont il parle, n'est pas présent dans cet effectif. Bon, je crois que, dans cette sélection actuelle, il y a plus à regarder de nouveaux. Des joueurs qui sont convoqués peut-être pour les premières, certains pour les deuxième ou troisième fois, ou alors qui n'ont pas eu assez de temps de jeu. Mais maintenant, regardez l'île Maurice ou alors la Libye, c'est pas... lorsqu'on regarde simplement au niveau de ranking FIFA, on se dit quand même que le Cameroun a toutes ses cartes en main et qu'il peut faire des bons résultats. Bon, la Libye, c'est vrai, aller jouer du côté du Maghreb à Benghazi, où on sait que le climat étant chaud bouillant de ce côté-là. Donc, à craindre un peu la recevabilité de la sélection nationale. Parce que moi, j'ai suivi un match à Tripoli un jour où l'équipe malienne, la Libye recevait le Mali. Et vraiment, les supporters étaient pris à partir là-bas. Donc, je sais qu'au niveau du Maghreb, c'est jamais facile, ce côté-là. Mais je dis déjà, on a nos cartes à main, c'est la qualif pour le mondial. Il faudra tout simplement prendre les matchs au fur et à mesure et puis mettre à bloc les gars sur la tête. Ben, on a la chance d'avoir les gars comme Magri qui a fait un très bon match devant Liverpool. On a la chance d'avoir un André Onana qui est tout feu, tout flamme. Moi, si je suis l'entraîneur Rigobert, je ne l'utilise pas. Je dis, c'est pas un match aussi chaud où il faudra mettre la classe de gardien. C'est un très bon gardien. Il ne faudra pas peut-être venir l'humilier devant une équipe comme l'île Maurice ou alors autre chose. Permettez-moi s'il vous plaît un peu. Je dis, c'est un très bon gardien. Je dis, si l'île Maurice arrive à battre le Cameroun 4-5-0, ça c'est l'humiliation. Oui, par exemple, non. Je dis, il faudra attendre un André Onana devant des équipes comme le Maroc, comme l'Algérie, contre les autres. Voilà, où il faudra qu'il sorte sa classe de gardien de but. Bon, maintenant, contre l'île Maurice, dit bon, je veux dire n'importe quoi, c'est pas une photo de guerre, on ne devrait pas craindre des équipes pareilles. Donc, je dis, on a déjà des jeunes joueurs montants, qui sur le plan défensif, sur le plan offensif, c'est des gars qui donnent quotidiennement ou alors tous les week-ends du côté de l'Europe, on voit des gars donner bien. Donc, je dis, la première rencontre du côté à Japoma, c'est une rencontre qui ne fait pas peur. Qui ne fait pas peur face à l'île Maurice. Mais je dis, la crainte pourrait être au Maghreb, même actuellement la Libye. La Libye, ils avaient par le passé quelques joueurs qui jouaient du côté de l'Étoile du Sahel, qui déjà qui a pris sa retraite depuis un bon bout de temps. Et on sait avec la division du pays depuis un certain temps, je dis, le Cameroun n'ira pas parfait. Mais je dis simplement que ça peut être, si ça jouait comme à l'époque où la Libye recevait du côté de la Tunis, oui voilà, ça pourrait encore être favorable, mais si elle reçoit du côté de Benghazi, là peut-être que j'ai un tout petit peu je veux dire, de la pression du public maghrébin, le plus libyen de ce côté-là. Mais je dis, pour moi, c'est des matchs qui ne me font pas peur. Je sais
que si on négocie ça bien, ça nous fait 6 points. Ça, si on négocie ça bien, au bas mot, on pourra prendre 4 points. Mais si on sait qu'on doit aller en Coupe du Monde, il faudra commencer à prendre les 6 points. Voilà le maximum de points possible pour ne pas attendre comme face au Burundi la dernière fois et puis mettre le Cameroun tout dans le suspense. Alors, Emmanuel Mahop, Jérôme estime que le match contre l'île Maurice, n'est pas une photo de guerre comme il le pense, et que pour une rencontre pareille, le coach peut choisir par exemple de laisser Onana au banc et mettre quelqu'un d'autre et mettre un autre gardien. C'est son opinion, il a raison. Il a raison sur le papier. En réalité, il n'a pas tort. Ce qu'il dit n'est pas balayé du revers de la main. Sur le papier, évidemment, entre le Cameroun et l'île Maurice, le gap il est assez grand. Mais après, Claubert l'a dit, et le doyen aussi, il y a une sorte de nivellement de valeur. Il y a une sorte de nivellement de valeur, ils l'ont dit à leur terme, j'ai envie de leur envoyer mon frangin intermédiaire en 2019. Madagascar s'amène pour la toute première fois, fait un quart de finale. Voyez-vous. Et il y a 2 ans chez nous aussi, dans le cadre de la CAN, il y a le Comore qui s'amène à la qualif et passe en 8e de finale. Donc il y a un nivellement de valeur. J'ai dit, d'ailleurs, le Cameroun, ça n'était pas évidemment, face au Comore. Donc c'est les équipes qui savent se reconstituer, se constituer. Sans te couper, Manu, là c'est le système management des sélections, de la sélection au niveau de l'équipe nationale, parce que je dis, vous ne pouvez pas, moi si je suis entraîneur, je ne peux pas voir en face de moi l'équipe du Tchad et que je trempe, non. Moi, par exemple, je dis, mais ça ne veut pas dire que le Tchad n'a pas de bons joueurs, non. Mais je dis, si on veut prendre au bas mot, les joueurs professionnels camerounais évoluant en Ligue française, sans compter ceux qui jouent du côté de l'Allemagne et autres, je crois qu'on a les meilleurs joueurs. Donc, oui, mais après, voilà. Je suis allé dans le même sens. On est en guerre, en guerre, on n'a pas les meilleurs éléments, quel que soit la bataille. Je vous l'ai dit, monsieur l'intermédiaire, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, sur le papier encore, c'était des réactions qui étaient normales. Mais dans le foot, tout le monde le sait. Aussi haut placé qu'on est, on se doit de respecter l'adversaire. Et ce ne serait pas sympa, même s'il y a des pronostics qui se font en faveur du Cameroun d'entrée de jeu, du point de vue du Cameroun, que le sélectionneur ou bien le chargé de la communication en vienne en dire qu'on va écraser les Comores. Non, il faut respecter l'adversaire, il faut respecter l'île Maurice, etc. Et en vous prenant l'exemple de Madagascar, c'était en réalité pour mettre en exergue le nivellement de valeur. Il n'y a pas que Madagascar. Claubert, on a été à Coupe du Monde. On a vu les équipes comme la National Mannschaft, justement, un pays qui lui est cher, qui ont été recalés au premier tour. Alors que dans le groupe, justement, il était acté et scellé d'entrée de jeu avant la compétition que l'Allemagne passerait. Voyez-vous, et au pire des cas, quand l'Allemagne joue une compétition, comme la compétition internationale qu'est la Coupe du Monde ou bien compétition continentale qu'est l'Euro, c'est minimum demi-finale. Mais elle a été recalée au premier tour. Donc on ne peut plus tenir ce genre de discours. Même si sur le papier, camerounaise et mauricien, valeur intrinsèque à toute qualité, il n'y a pas photo. Voyez-vous, il n'y a pas de cliché. Bon, mais maintenant, ça dépendra du sélectionneur. Vous savez, le football aussi du particulier, c'est que, et ça je l'ai compris quand j'ai couvert la Coupe du Monde, c'est que, d'ailleurs on posait la question au président Mobutu à une époque de savoir, je vais fermer la parenthèse vite fait, mais je prends cet exemple pour expliquer mon propos. On lui disait, est-ce que monsieur le président, il serait mieux pour vous que vous soyez aimé ou bien que vous soyez craint? Il a dit, évidemment, il serait mieux que je sois craint. Et il avait raison. Parce que quand vous assistez à la Coupe du Monde, comme celle du Qatar, vous vous rendez compte que Messi a gagné son ballon d'or. Parce que Messi, à chaque fois que vous avez un joueur top classe comme Messi, vous avez Ronaldo dans l'équipe, c'est au moins prise à 2. Les joueurs adverses le craignent, voyez-vous. Donc, et quand les joueurs adverses craignent, ça peut créer des brèches. Et le football aussi, assez particulier maintenant, c'est qu'il y a le volet mécanadie dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que vous soyez en équipe nationale du Cameroun maintenant, que vous ayez André tout feu tout flamme et que vous ne l'alignez pas, même si c'est un match amical, ça pose problème. Voyez-vous, sur la visibilité, sur la plus-value, sur la valeur marchande de la sélection, justement. Donc, pensez que contre l'île Maurice, qu'il faille qu'André ne joue pas... Peut-être la raison, Emmanuel. Oui. Peut-être la raison pour laquelle le sélectionneur
peut se passer, a décidé de se passer de Maxime Choupo-Moting et d'Aboubacar Vincent. Maxime Choupo-Moting était blessé. Non, je dis encore, il a joué samedi dernier avec... tu dis par rapport au prochain match. Par rapport à ces deux rencontres. Non, pour Maxime, ça n'est pas l'explication. On en a parlé la dernière fois. On n'a pas beaucoup aimé, si Claubert n'était pas du même avec nous, on n'a pas trop aimé la communication là-dessus du sélectionneur, même si rappelons-le, les hommes de médias présents en conférence de presse ne l'ont pas questionné sur Eric Maxime. Mais on s'est rendu compte que pour aujourd'hui, pédigré d'Eric Maxime Choupo-Moting, société du Bayern München, et comme il dit, parce qu'il joue contre une équipe de 3 divisions en Coupe d'Allemagne, ils se sont fait battre. Il est allié contre Galatasaray, justement, il fait le déplacement avec le Bayern München en Turquie, donc il est dans la feuille de batte, même s'il ne rentre pas. Et dans les écuries comme le Bayern München, quand vous êtes évidemment dans toutes les écuries de foot, quand vous faites partie des 18 hommes, ça veut dire que vous êtes susceptible de jouer, donc par conséquent, pas blessé dessous. Le sélectionneur n'a pas communiqué là-dessus. En revanche, il appelle Vincent, mais il se trouve que Vincent, entre-temps, est disponible parce qu'il n'est pas à 100%. Donc, il n'a pas communiqué là-dessus, il n'a pas communiqué sur Vincent non plus. Donc, mais après, pour finir, vraiment, pour faire simple, moi, on est dans le football business, on est dans le football moderne, c'est-à-dire qu'on veut engranger le maximum de points. Donc, même si on joue contre l'équipe du quartier, vraiment, allions nos meilleurs éléments. Et il se trouve qu'en l'état, vraiment, André fasse partie des meilleurs éléments de la sélection. Et ce serait attrayant, voyez-vous. Moi, je vais me dire, vous allez me le pardonner, quand vous voyez André, on en a joué du pied, des 2 pieds ambidextres, etc., dans les buts, tous les problèmes que vous avez, le temps de le voir jouer s'extompe un peu. Donc, on a besoin de ça aussi, les spectateurs ont besoin de ça. La présence psychologique, déjà pour les attaquants adverses. Quand vous avez André Onana en face, quand même, vous réfléchissez par 5 fois. Et le temps de réfléchir, justement, le défenseur attrape le ballon et vous empêche de tirer. Donc, c'est autant d'atouts. Donc, de ce point de vue, mon cher frangin, intermédiaire de joueurs, moi je suis Rigobert Song, j'allie mon équipe type contre l'île Maurice, mais il y a une question que vous avez posée à laquelle je souscris entièrement, c'est qu'il y a des nouveaux joueurs sur lesquels on devrait s'attarder, voir comment ils vont se comporter en sélection pour leur première convocation déjà, ça c'est fait, pour leur première éventuelle cap, parce qu'après on peut vous convoquer, si vous n'avez pas joué, ben, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas connu de sélection. On peut s'intéresser à Belbel, le fils de Claubert, on peut s'intéresser à Montbagnard, qui pour moi se devrait de jouer, parce que Montbagnard. À l'avancement de la Dynamo Ateba. Absolument. Il y a par exemple, oui, par exemple, il faut faire voir. Voilà. Et d'autres jeunes aussi, peut-être qu'il ne jouera pas, mais c'est bien pour le Coton Sport de Garoua. Et en plus Claubert le soulignait, ça permet aussi qu'on projette déjà la CAN qui arrive en janvier. Donc, si on ne donne pas le temps de jeu exactement à ces jeunes joueurs, parce que ces jeunes joueurs, c'est plutôt justement, et là vous revenez dans ce que je disais, ces 2 matchs vont servir de tremplin à Claubert, si je ne me trompe, et il n'y aura plus de matchs officiels, peut-être un match amical ou 2 avant la CAN. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que le coach Rigobert se doit d'aligner son équipe type dans l'optique de les préparer justement par rapport à la Coupe d'Afrique. Voilà. Alors vous avez également du souci par rapport à la Libye, bon l'île Maurice, tout le monde semble être d'accord que le Cameroun peut s'imposer, mais la Libye, il faut un peu... Il est d'ordre climatique parce que, évidemment, la plupart des lions évoluent en Occident. En Europe, donc. C'est presque l'hiver maintenant. Ils sont venus là depuis une semaine, voyez-vous. Ben, samedi, ils vont repartir à Benghazi. Il fera peut-être 0 ou 10 degrés. Donc ça risque d'être problématique. Il est venu, donc il fait très froid quand même. Il lui est arrivé à Claubert de partir de Francfort en plein hiver pour venir ici, donc ça n'est pas évident de repartir après. Le problème va se poser là. Après le football libyen, il est en hibernation depuis quand même. Il a expliqué, il y a des guerres, le pays est divisé. D'ailleurs, il recevait des fois au stade Mensa de Tunis. Ils vont recevoir à Benghazi d'après le programme de la CAF. C'est pas une équipe top, même si les Maghrébins ont ceci de particulier, du moins ceux qui sont en Afrique du Nord, c'est que tactiquement ils sont très bons, techniquement ils sont très bons. Après leur défaut à tous, au physique, voyez-vous. Donc, mais techniquement ils sont très bons. Généralement sur un match comme ça, sur un fait de jeu, sur un coup franc, la diff peut être faite tout de suite, mais ils seraient de bonne aloi. Vraiment pour le Cameroun, il y a 9 places, in fine, pour États-Unis, Mexique, Canada en 2026, 9 places pour l'Afrique. Il serait de bon temps que le Cameroun, pour ces 2 matchs, justement,
également, donne-leur à la maison et l'autre avec Gazi, fassent le plein d'œufs, ce serait bien. Si pour ne pas se retrouver dans des situations comme le Burundi, il a fallu une bonne équipe nationale et un extraordinaire André pour nous éviter la casse et nous permettre d'aller en Côte d'Ivoire, espérer remporter la 6e étoile. Alors, Claubert, quelle est l'analyse que vous faites justement par rapport à cette équipe nationale de football du Cameroun? On a eu l'occasion d'interroger plusieurs fans qui estiment qu'il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de réglages à faire. Et tout à l'heure, Timothée Makongo faisait également une lecture dans ce sens. Comment est-ce que vous voyez cette équipe camerounaise? Un petit mot sur le sujet de tout à l'heure, très rapide. Il ne faut pas perdre de vue, comme l'a dit Emmanuel, que nous jouons les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui. Il y a 9 places. C'est une seule équipe par poule. Donc, prendre le risque de perdre un match, il peut être suicidaire. Donc, il est important, même si on estime qu'on peut gagner contre l'île Maurice, d'aligner son équipe type. Et peut-être quand la pilule est à 4-5-0, reposer les cadres, mais pas dire qu'on commence à s'économiser. Vous voyez une addition déjà salée. Hein? Oui, je dis il est mieux de ne reposer, de ne faire entrer l'équipe B que si on est sûr qu'on a sécurisé les 3 points. De au moins sécuriser. Parce que commencer par l'équipe B et se retrouver à 0-0 à la 65e minute avant de faire entrer même le 24 de Dieu, il peut se faire trop tard. Emmanuel est content. Donc, revenant maintenant plus sérieusement à votre question d'expérience, on dit parfois que l'ossature type d'une équipe est formé d'environ 6-7 joueurs. Et maintenant, le reste ne sont pas des faire-valoir, mais sont des joueurs qui accompagnent les autres. Quand vous prenez l'équipe nationale du Cameroun, vous avez Onana, qui est une valeur incontestablement sûre. Vous avez Castelletto, qui ont quand même montré qu'en défense, on peut aller avec, même si ce n'est pas complètement satisfaisant. Ne déclassons pas encore nos tonneaux, mais au milieu du terrain, vous avez Franz Ambouanguissa, vous avez Olivier Kemen, qui sont des valeurs sûres au milieu de terrain. Et sur le flanc de l'attaque, vous avez Mbemo, vous avez Choupo-Moting ou Aboubakar, qui sont des valeurs sûres. Donc, je préfère que vous mettiez... Non, disons, ce sera difficile de faire. On peut faire jouer les deux. C'est pour ça qu'il dit Choupo-Moting ou Aboubakar, parce qu'au moins un des deux sera là. Il est presque sûr qu'un des deux sera là. Parce qu'avec les deux, il faut un autre système et c'est critiquable. Je vais aller sur ce qui est sûr. Donc, on a un gardien, 2 défenseurs qui sont sur 2 milieux de terrain. Ça fait 5. Minimum 2 attaquants, ça fait 7. Ça veut dire, normalement, nous avons une ossature vraiment solide autour de laquelle... C'est vrai qu'il y a la question sur l'équipe type qui est revenue lors de la dernière conférence de presse. Oui. On a au moins l'ossature de l'équipe, 7 joueurs qui sont là, autour de laquelle on peut bâtir. Maintenant, notre plus gros souci, c'est la défense. Il y a un gros espoir avec les performances et lors du dernier match et en club de Yongwa. Est-ce que le manager sélectionneur va franchir le pas dès maintenant? Une chose est sûre, c'est que selon le genre de match, on peut utiliser soit Yongwa, soit Nuntolo. Donc sur ce côté-là, nous ne sommes pas trop orphelins. Notre plus gros souci à l'heure actuelle, c'est à droite. On a essayé Mbaizo, ce n'était pas plus de 12 sur 20. On a essayé Castelletto, ce n'était pas son poste. On va essayer Chamade et voir ce qui va en sortir. Au milieu du terrain, il sera important de trouver quelqu'un qui aide Zambouanguissa. Voilà. Surtout, non, je ne parle pas de ce match, je parle sur le plan général. Il faudra trouver quelqu'un qui aide Franz Zambouanguissa à mieux exploiter son côté offensif. Parce que même en club, il est défensif, mais avec un potentiel
à aller rapidement vers l'avant, ouais, parce qu'il est bien entouré. Maintenant, sur le flanc de l'attaque, il faudra trouver la bonne animation. Et c'est là où je reviens au problème que je posais. Est-ce qu'il faut aller avec Choupo, Aboubakar, Bemo dès l'entrée, comme on le souhaitait à un moment à la Coupe du Monde? Des mois sont passés, il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que Karl Toko Ekambi, qui joue plutôt bien en championnat, va retrouver ses fraîches jambes pour mieux? Est-ce qu'on va peut-être lors de ce regroupement avoir une surprise sur le flanc de l'attaque qui va mettre tout le monde d'accord et venir s'aimer le doute dans tout? Je vais résumer en disant que les nouvelles sont plutôt bonnes parce que l'ossature de l'équipe est là et on pourra simplement voir comment y adjoindre 4 bons joueurs pour former une bonne équipe. Et la plus bonne nouvelle, c'est que dans la formation de ces listes, et je souhaite que cela aille davantage comme ça, dans la formation de ces listes, on se rend bien compte que Rigobertson est de plus en plus positif parce qu'il est certainement dans une bonne lecture. Chaque fois que nous nous sommes plaints qu'il y a un secteur de jeu qui faillit, on voit bien qu'il est dans la réflexion lui aussi. Même s'il ne trouve pas rapidement la solution, on sent quand même que dans l'axe, il a montré qu'il n'était pas complètement satisfait. Sur le côté droit, qu'il n'était pas tout à fait satisfait. Au milieu de terrain, il a presque viré la moitié de la classe. Sur le flanc de l'attaque, il essaye beaucoup de choses. Il est souhaitable qu'au sortir de tous ces essais-là, qu'on ait une équipe compétitive et surtout victorieuse. Mais oui, vraiment, c'est super analyse. Mais c'est une analyse très bonne. Je voulais savoir le latéral gauche. Tu ne prends pas parmi dans l'ossature de base. Hein. Non, je dis pour... Comment on l'appelle? Yongwa. Je dis pour le moment, pourquoi je ne le prends pas. Il y a Yongwa qui a fait un bon match contre le Sénégal, mais nous, Tolo, pour des problèmes de visa, n'était pas là. Donc, ce n'est pas qu'on a mis nous, Tolo, au banc pour mettre Yongwa. Donc maintenant, on ne sait pas dans la tête du sélectionneur qui des deux, surtout que nous, Tolo n'a pas eu une défaillance complète. Par exemple, comme sur le côté droit, il n'a pas eu une défaillance, mais Yongwa est venu et il a montré qu'il a eu le profil de la fonction. Donc, le mettre directement parmi les cadres reviendrait à déjà se prononcer avant même le sélectionneur. Oui, mais moi, évidemment, il y a notre fils Belbel qui est appelé aussi, donc on a un problème de riche à gauche. Mais moi, je suis très content du sélectionneur maintenant. Il a dit, Claubert, parce que, je veux dire, il nous écoute, il est réceptif. À chaque fois qu'on lui dit, évidemment, lui, il s'en rend compte. Castelletto à droite, ça ne marche pas, il nous trouve Chamadeu, etc. On veut des remplaçants à Choupo, à Bouaka, il y a Magri, à Montbagnan. Mais on ne va pas perdre de vue qu'il y a 5 remplaçants par match à proche de là, parce que la CAF n'a pas voulu qu'on en sélectionne 26, on va en sélectionner 23 seulement. Et je pense plutôt que moi, en Côte d'Ivoire, je suis le sélectionneur, mon attaque vraiment ne souffre pas, sauf cataclysme de la présence d'entrée de jeu, quel que soit le système de Maxime et puis de Vincent Abakar. Je pense que peut-être le sélectionneur ne les alliait pas ensemble parce qu'il se disait en réalité c'était les 2 meilleurs de l'époque. Bon, évidemment, ils le sont encore, mais qu'il n'y avait vraiment pas de remplaçant. Maintenant, quand vous avez Magri, quand vous avez Montbagnan, et simplement Ganago, s'il est appelé, je me dis que vous alignez Vincent. Et lui, là, c'est particulier. J'aime beaucoup Eric Massy Choupo-Moting. Vous en parlez maintenant. Moi, je prends l'image d'une bougie allumée. Eric Maxime est exactement comme une bougie. C'est-à-dire quoi? Il s'allume et il fond pour faire briller les autres. J'ai encore regardé à Gawa contre le Burundi. Il faisait tout pour que Vincent Aboubakar marche. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Bien sûr. Il est avant-centre. Il est attaquant. Il est stratosphérique. Vraiment sur le plan technique. Eric Massy Choupo-Moting, elle est des joueurs techniques que le monde est connu. En toute honnêteté technique individuelle, il n'y a rien à redire. Mais sauf qu'il se contente tellement, il se met au service du groupe tellement que je me pose la question de savoir si ce mec-là ne veut pas améliorer ses statistiques à lui. Il fait fi de ça. C'est pour cela que personnellement,
On a Magri qui est là, il y a Moumbayan, je suis le sélectionneur. Vraiment, s'ils sont aptes, je les fais jouer ensemble. En espérant que s'il y en a un qui sort, il y a un Moumbayan qui ferait de l'excellent remplaçant, il y a un Magri également qui pourrait. Moi, je pense que le sélectionneur ne les a pas fait jouer parce qu'il se disait, ok, c'est des joueurs d'une égale valeur. S'il y en a un qui n'est pas là, je suis mort. Donc maintenant, il a ces joueurs-là et c'est très important. Eric doit revenir. Eric Maxime doit revenir en sélection. Il est tellement généreux dans l'effort, il est tellement altruiste, il se met au service des autres, tellement effacé pour un attaquant. Les attaquants ont pour mission de marquer, lui n'est pas égoïste. Je pense qu'Eric Maxime pourrait dribbler même un gardien de but, attendre que Vincent vienne pour qu'il le fasse marquer. Non, c'est stratosphérique. C'est pour ça que je me suis offusqué que le sélectionneur n'est pas compliqué dessus, même si nos confrères de la presse ne l'ont pas interrogé, mais il était de bon alors il regarde au pédigré d'Eric Maxime, à sa stature, d'expliquer pourquoi Eric n'est pas là. Je pense qu'il reviendra, on ne peut pas faire une canne sans Maxime, ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. S'il est valide, il sera là avec Vincent, s'il revient aussi sur le plan sanitaire, que le Cameroun, rien que ces deux hommes-là, pourraient pourquoi pas aller faire quelque chose. Quand on sait que dans les buts, c'est le gardien du temps. André Onana. Encore que la semaine dernière, Emmanuel, vous n'étiez pas très d'accord par rapport aux différents joueurs qui ont été appelés justement à ce poste de gardien de but. André Onana d'accord. Et pas si. Et j'ai quand même tenu à vous proposer, Fabrice Rondois, merci, d'écouter la réaction du sélectionneur en conférence de presse par rapport à la convocation de ces deux autres gardiens de but. On va écouter Rigobert Song rapidement et on va revenir. Je pense que vous êtes resté beaucoup dans la nostalgie. Je vais vous rappeler peut-être certains points. Je pense à l'équipe nationale, il y a de cela quelques temps. Il y avait toujours des problèmes de gardiens de but. Thomas Nkono, excusez-moi du terme, avec tout le respect, il jouait dans quelle équipe? Il était dans quelle équipe en 94 ou 90? Les deux. Bon, je reviens vers vous. Donc il y a des postes stratégiques. Gardien de but, il ne joue pas. Il n'a pas le rythme, mais il a des réflexes, c'est-à-dire c'est très important dans le groupe. Et vous avez vu, il y a Fabrice qui a commencé quand même à jouer. Il a déjà démontré quand même qu'il est plus compétitif. Donc, et pas si, j'ai dit, nous savons tous que il est important pour le groupe. Parce qu'en dehors même des choix, parfois il faut savoir qu'on préserve le groupe. Et il faut faire vivre le groupe. Il fait partie de ceux qui sont très importants au niveau du groupe, mais qui ne veut pas dire qu'il sera bien présent, parce qu'en même temps aussi, il faudrait qu'il puisse permettre en sorte qu'il joue. Parce que je dis, je reste sélectionneur, je peux laisser ce côté, mais à la longue, ça va être plus difficile. Mais bon, je pense que pour le moment, les trois, je les fais énormément confiance avec mes collaborateurs. Voilà la réaction du sélectionneur Rigobert Song par rapport à la convocation des trois gardiens de but, André Onana, Epassi et Fabrice Ondoa. Rapidement, on est en fin d'émission. Emmanuel, une réaction, ces explications, vous êtes convaincu? Après, c'est sélectionneur, je ne suis pas sélectionneur, même si j'étais convaincu, même si je n'étais pas, c'est sa réaction, sa décision qui est souveraine. Après, le plus important, en l'état, on est à quelques heures de match, il faut fusionner, il faut être en juxtaposition. Le meilleur jouera, mais en l'état, le meilleur, les aveugles s'en sont aperçus, les sourds également l'ont écouté, que c'est André Onana. Laisse-nous un peu de parole, pardon. Rapidement, Timothée, je voulais juste rapidement poser une question rapidement en fin d'émission. À Claubert et à Emma par rapport à Vincent Boubacar. Parce qu'en réalité, dans mon observation de joueurs pointus et de tout ça, c'est un bon opportuniste. Mais dans un match engagé, il nous faut absolument avoir la victoire.
s'il n'y a pas de donneurs comme Choupo-Moting et autres, il ne sert à rien, il ne sert pas à grand-chose. Parce qu'il a dit à un moment donné qu'il est le meilleur. Lui, il a dit qu'il est il a dit que tu es avocat, mais c'est le meilleur. Pour moi, en réalité... C'est pour ça que le duo est important. Non, pas le duo. Bon, peut-être le duo, mais bon. C'est important de le faire jouer dans peut-être le duo. Ou alors, mettre Choupo-Moting et un autre qu'il va falloir former rapidement. Vincent Choupo, c'est l'idéal, justement. C'est un peu comme la réaction. Mario Ronaldo, c'est exactement ça. Revisionne le match Sénégal-Cameroun, tu vas comprendre pourquoi je le dis. Je t'assure qu'au niveau... tout seul, justement. Non, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. On a fin d'émission, je pense qu'on va s'arrêter. On a vu qu'on l'a servi ce match, Jérôme. Oui, ben, je crois que... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Lion? On peut souhaiter au Lion une victoire à gagner les 6 points maximum et puis voilà, c'est projeté vers la Coupe du Monde et attendre vraiment la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Voilà, Claubert, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Lion que vous suivez de près depuis des années? Oui, que les Lions gagnent. Le problème qui se pose avec Vincent et Choupo-Moting, c'est que ce sont de très bons joueurs qui ont leur place dans les 23 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Dans les deux sur le terrain, c'est que quand vous affrontez une certaine équipe, les deux pêchent dans la récupération. Voilà. Et pour mettre les autres en valeur, vous devez sacrifier un d'eux. Oui. Merci bien pour cette analyse. Merci d'être venus, messieurs. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine justement pour le débrief de ces deux matchs. Au revoir. Merci.